juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, eh bien devenirtriathlète.com/club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la 3e saison du podcast Devenir triathlète. C'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. De nouveau, il n'y a pas que l'épisode, il y a aussi l'opus, la saison, la série, l'année, puisque c'est le premier épisode de l'année 2023. Pour m'accompagner dans cet exercice toujours aussi agréable, mais quelquefois un peu périlleux, eh bien je suis très heureux d'avoir à mes côtés Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana Triathlon. Salut Olivier. Salut Armano, salut à toutes et à tous. Comme vous voyez, j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui. Mais ça devrait le faire. Et puis, notre invité cette semaine pour commencer l'année est Florian Scheffer. Salut Florian. Salut à tous et salut à toutes. Alors Florian, je suis super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je t'ai découvert, on en parlait en off, via Marc Mouedza, qui est mon préparateur mental sur le défi Agrippa. Et je suis vraiment très content non seulement de pouvoir échanger avec toi, mais déjà, pour revenir à la genèse de la chose, de t'avoir entendu dans son podcast qui s'appelle Fini au mental. Dans ce podcast, on va parler évidemment de toi, on va parler de ton rapport au sport, on va parler un petit peu de prépa mentale, même si on a déjà un petit peu abordé ce sujet. On a reçu des préparateurs mentaux, on a reçu notamment Jean Collinet qui a co-écrit le livre Devenir triathlète avec Olivier, d'autres experts et moi. Mais avant tout, Florian, on a une tradition sur ce podcast, c'est de tendre le micro à notre invité. Donc dis-nous tout, qui est Florian Scheffer? Bon, je vais faire un petit résumé assez rapide, mais en gros, je vous remercie de m'avoir proposé d'enregistrer ce podcast. Donc qui je suis? En gros, je suis triathlète à la base. J'ai commencé la pratique dans les bassins à l'âge de 6 ans. Donc j'ai été nageur dans une première partie de ma carrière de jeune nageur. Donc j'ai nagé de l'âge de 6 ans à 12 ans. Après j'ai eu une petite pause pour faire un peu une pratique un peu multisport. Donc j'ai fait du roller, j'ai fait du VTT, un peu sport de ballon, un peu pour le fun quoi. Et après en fait à 15 ans, j'ai découvert le triple effort et je me suis mis à m'entraîner de manière assez progressive. Donc j'ai repris la natation tranquillement, je me suis mis à rouler, à courir. Et voilà, et puis bon après, comme pas mal d'entre nous dans le monde du triathlon, j'ai bien mordu donc à l'hameçon. Et en fait, c'est devenu de plus en plus une pratique donc addictive, parce que en fait avec les 3 sports, le problème c'est qu'il y a toujours un point faible, il y a toujours un point fort, il y a toujours quelque chose à développer, on n'est jamais content de ce qu'on fait, donc du coup je suis monté comme ça un peu en puissance, on va dire sur mon volume d'entraînement de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, jusqu'à atteindre une pratique quand même qui était pas une pratique pro, mais une pratique amateur plus quand même, avec des volumes qui avoisinaient 25 heures par semaine. Donc voilà. Après, j'ai eu un parcours qui a un peu été un peu bousculé par la création de mon entreprise, où là, du coup, après, j'ai basculé progressivement vers du swimrun ou vers de l'aquathlon qui me permettait d'avoir moins de volume d'entraînement en ayant enlevé le vélo, quoi. Donc ça, c'était assez confortable. Donc voilà. Après, sur le versant un peu plus, on va dire théorique, j'ai un bac scientifique et ensuite j'ai fait un cursus donc universitaire en STAPS dans un premier temps. Donc j'ai eu un DUG, une licence, une maîtrise préparation physique, préparation mentale. Et en fait, j'ai basculé en dernière année sur un master recherche où j'ai travaillé sur des thématiques liées à la physiologie de l'exercice, biologie de l'exercice, cardio, un peu de cardiologie. Enfin voilà quoi. Donc j'ai fait ça et j'ai couplé ça avec un diplôme universitaire en micronutrition et j'ai fait aussi j'ai passé un diplôme d'hypnose, on va dire pour peaufiner un peu toute la partie prépa mentale. Donc voilà, en gros sur le versant théorique et sur le versant pratique. Un petit résumé assez rapide. Bon alors déjà, tu as débuté en nous disant que tu avais commencé le sport dans les bassins
vers 6 ans. Donc effectivement un passé de nageur, un passé de sportif. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment est-ce que tu as commencé justement le sport. Est-ce que tu savais déjà nager à 6 ans ou alors est-ce qu'on t'a jeté dans un bassin à 6 ans et on t'a dit allez vas-y débrouille-toi, apprends à nager puis après on verra. Non, j'ai appris à nager un peu plus tôt en fait. Mon père et ma mère hein, m'ont pas mal stimulé étant gamin, j'étais déjà assez débrouillard et j'ai commencé à nager en club à partir de 6 ans. Ouais. Donc on va dire que j'avais déjà les bases et ensuite je me suis mis à une pratique on va dire un peu plus encadrée. En sachant que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai jamais été dans une logique de faire du haut niveau ou d'être un athlète de haut niveau ou de m'entraîner énormément. C'était plutôt une pratique plutôt récréative quoi. C'est-à-dire que j'allais à l'entraînement pour être avec mes copains, pour m'amuser, voilà quoi. J'avais vraiment aucune vue vers le sport intense. Et quand tu dis que tes parents t'ont stimulé sur la partie sportive, ça explique aussi peut-être ton parcours dans le sport, avec des études universitaires dans le sport. En quoi est-ce qu'ils étaient un stimuli pour toi? Est-ce qu'ils étaient déjà impliqués dans le monde du sport? Est-ce qu'ils étaient déjà eux-mêmes sportifs ou est-ce que simplement ils se sont dit que le sport, ça doit faire partie de l'éducation de notre enfant et donc voilà, on va le mettre dans un club et du coup c'est comme ça qu'ils en sont venus à te stimuler un peu et c'est ce qui chez toi a fait naître l'envie de pratiquer, de devenir sportif? En fait, à la base, ils sont déjà sportifs. Hein, donc, mon père court assez régulièrement. Il a toujours eu une pratique aussi un peu VTT, un peu cyclisme. Ma mère a pratiqué le handball à un bon niveau de pratique. Elle s'est mise aussi après à courir. Donc en fait, j'ai toujours baigné dans le milieu et j'ai toujours été imprégné en fait par une forme de culture sport quoi. Après, c'était pas du tout une culture sport donc orientée vers le haut niveau. C'était vraiment une culture sport santé. Et d'ailleurs, j'ai toujours donc en mémoire, mon père qui me disait mais tu peux ou tu dois t'entraîner, mais pas dans un objectif de te faire du mal quoi. Il faut toujours que tu sois dans le respect de ton corps et que tu sois dans une logique de sport santé. Le but c'est pas de se faire mal, c'est vraiment d'avoir un corps qui soit donc on va dire développé en bon état et que tu travailles pour ça. Du coup, c'est ce qui t'a amené à aller chatouiller les bassins. Est-ce que là aussi, c'était une volonté de tes parents de t'emmener faire du sport et ils ont trouvé la natation, ils se sont dit que tu allais bien évoluer là-dedans ou est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part déjà bien marquée à 6 ans? Mes parents, en fait, m'ont tout de suite donc orienté vers un club de natation parce que leur objectif, c'était aussi que je sache bien nager pour être débrouillard dans l'eau parce que à l'époque, on allait en vacances à l'océan, qu'il fallait être à l'aise dans les vagues. C'était plus une pratique sécuritaire, une pratique santé. Et du coup, la natation se prêtait quand même plutôt bien à ça. Donc, ça a commencé comme ça en sachant que moi, à côté, j'ai toujours été hyper actif, donc en plus du club de natation, j'ai passé mon enfance sur des rollers, j'ai passé mon enfance à jouer au foot, au basket avec mes copains, j'ai touché au cerf-volant, j'ai touché au ping-pong, j'étais vraiment toujours dehors, tout le temps en train de pratiquer, d'être actif, d'être en vadrouille à droite à gauche. Donc on va dire que la natation c'était le sport de club, le sport un peu fédéral, un peu encadré. Mais à côté de ça, j'étais vraiment tout le temps dehors, quoi. J'ai toujours été hyper actif sur ce versant-là. Et à quel moment t'es passé de j'apprends à nager pour pas me noyer à je fais de la natation en club, tu vois, avec des entraînements réguliers Ça a commencé à 6-7 ans, quoi. À 6-7 ans. En sachant que même en club finalement j'y allais quand même pour une pratique relativement récréative. D'ailleurs ma carrière de nageur elle s'est arrêtée à 12-13 ans parce que justement j'étais tombé sur un entraîneur qui était lui dans une pratique beaucoup plus qui voulait faire de moi un nageur beaucoup plus de compétition. Et à partir du moment où à l'entraînement, j'ai entendu dire oui, on n'est pas là pour parler roller, on n'est pas là pour parler, on est là pour nager. J'étais pas trop dans le même délire quoi. Donc finalement, c'est là où il y a eu une sorte de scission et où j'ai arrêté parce que je me retrouvais pas dans cette pratique compétitive à 12 ans. Et je pense que lui, finalement, il avait vu en moi certaines qualités
Il voulait faire de moi quelqu'un qui nagerait vraiment vite donc en compétition. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, on s'est mal compris. Je pense que lui aurait pu être plus pédagogue. Et je pense que moi, j'aurais pu être moins borné. Mais comme je suis un têtu, bah, finalement, tu me dis, tu viens nager, c'est comme ça. Ben, moi, je te dis non, je viens pas nager. Enfin, c'est comme ça. Je viens nager parce que j'ai envie de nager et être avec mes copains, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu une sorte de problème de communication entre nous. Et je l'en veux pas du tout, hein. Enfin, c'est pas du tout un reproche, parce que je pense que c'est vraiment un super entraîneur en plus. Mais je pense qu'à ce moment-là, il était jeune aussi. Moi, j'étais un gamin et je pense qu'on s'est pas compris. Et du coup, ça a pas matché. Et en fait, ça a rematché un peu plus tard, quand moi j'ai décidé que je voulais faire ça de manière beaucoup plus sérieuse, quoi. Ok, et parce que t'as parlé quand même de carrière de nageur, de tes 6 à 13 ans. Ouais. C'est-à-dire tu faisais de la compète à ce moment-là? Ouais, je nageais en compète, j'étais brasseur en fait à la base. Okay. Et en brasse, j'étais vraiment pas mauvais, hein, parce que je nageais franchement en termes de volume, je nageais rien, quoi. Je nageais 2 fois par semaine. Et pourtant sur les chronos, j'étais quand même super bien placé. Après, très sincèrement, j'aurais jamais fait carrière en natation, parce que j'ai pas le morphotype qui va bien, quoi. Je fais 1m73, j'ai un poids de forme à 62 kilos. Donc même en faisant un peu de muscle, ok, je serais monté à 65, à 67 kilos, mais j'avais pas du tout le morphotype pour nager à très haut niveau en natation, et c'était pas du tout mon délire à moi, c'était pas du tout mon objectif. Je pense que j'aurais pu être un bon nageur de National 2, quoi, ou de National 1, mais dans les fonds de classement de la National 1. Donc voilà. Mais par contre, j'aimais bien la compète. J'aimais bien surtout être avec mes potes et puis déconner, quoi. C'était surtout ça mon moteur à la base. Et tu disais, pour revenir sur le côté compétition, tu disais justement que tes parents t'avaient plutôt donné l'exemple du sport santé. Ouais. Est-ce que le sport santé c'est compatible avec la compétition après toi? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Après, ça dépend à quelle dose en fait on pratique, et ça dépend surtout de comment on le fait. Moi, je pense qu'on peut s'entraîner 20 heures par semaine en étant toujours, dans une démarche de sport santé. Maintenant, il faut s'écouter, il faut pas faire n'importe quoi. Le corps, nous envoie des signaux qui trompent pas, et c'est quand même difficile d'allier les deux, parce qu'il y a toujours un moment où, quand on fait du sport de très haute compétition, on sait que là on est borderline, quoi. On sait que là on joue avec notre corps, on joue donc avec nos limites, et c'est pas facile de trouver le bon compromis. Maintenant, je pense que c'est faisable quand même. Moi, j'ai 39 ans, je me suis rarement blessé. Et pourtant je me suis entraîné à des volumes qui étaient quand même assez conséquents, parce que durant des années j'ai nagé entre 20 et 25 bornes par semaine, j'ai couru entre 80 et 100 bornes par semaine, et pourtant j'ai été peu blessé. Donc je pense que j'ai bien mené ma barque, et les périodes où j'ai pas été vraiment donc à l'écoute, et je le savais, je savais que je jouais avec le feu, bizarrement c'est là où je me blessais, quoi. Donc je pense que si on est à l'écoute, c'est compatible. Maintenant, je pense que la frontière, elle est... Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, je disais que je pense que la frontière est difficile à trouver. Et justement, je voulais réagir en te demandant, ça veut dire quoi être à l'écoute? Ça veut dire écouter ce qu'on nous dit, écoute ton corps, écoute ta tête, écoute tes sensations. Pour quelqu'un qui découvre le podcast et qui t'écoute et qui trouve que c'est super inspirant ce que tu dis, et qui hésite justement entre du sport santé, voire pourquoi pas un peu de sport de compétition, parce que son entraîneur ou ses entraîneurs lui disent écoute, t'es pas trop mauvais ou t'es pas trop mauvaise. Mais ça veut dire quoi être à l'écoute? Pour moi, être à l'écoute, c'est vraiment, si tu veux, faire confiance en fait à son intuition, à ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Moi, je pense que maintenant, je me connais très très bien, et toutes les fois où j'étais borderline, au fond de moi, je savais que j'étais borderline. Je savais que je jouais avec le feu, parce que mentalement, tu sais, t'es dans une période où t'es un peu fatigué, tu sens que t'es un peu irritable, tu sais qu'au niveau physique, t'as des petites douleurs ou t'as des petites bricoles qui te font dire que là c'est quand même bizarre. Juste, t'as plus envie.
enfin des fois tu veux plus aller t'entraîner, enfin t'as plus envie. Et moi j'y allais donc à reculons et je me disais mais Flo, c'est pas dans ta nature. Enfin normalement tu vas t'entraîner parce que t'as envie de t'entraîner. Mais pour tenir un volume conséquent, parce que enfin voilà, enfin je savais que pour nager un 400 mètres nage libre en moins de 4,30, fallait que je nage 25 bornes par semaine ou 20 bornes. Pour courir un 10 000 en moins de 31,30, il fallait que je cours entre 80 et 100 bornes par semaine. Et en fait, je m'imposais aussi des sortes de volumes kilométriques, parce que je savais que en face pour atteindre donc un certain chrono, tu dois mettre en face donc un volume. Et des fois, quand j'arrivais à une semaine à 80 et que je savais qu'il fallait que je fasse 100, je savais que en théorie, je devais aller à 100, mais mon corps ou mon mental même me disait, mais Flo, tu fais n'importe quoi, parce que là, donc aujourd'hui, les 20 kilomètres de trop, c'est ceux-là qui vont faire que tu vas basculer vers la blessure ou vers donc une pratique qui ne te ressemble plus. Tu vois, donc il y a il y a vraiment plusieurs paramètres qui sont soit psychologiques, soit physiologiques, soit donc émotionnels, et qui te font dire qu'il y a un moment, tu bascules en fait. Soit tu bascules ou soit t'es sur la brèche, et va pas falloir trop déconner, parce que sinon tu sais que tu vas aller du côté obscur. Et c'est là où c'est important d'avoir un coach justement qui potentiellement va pouvoir t'objectiver un petit peu ça. Au-delà du ressenti aussi, enfin d'avoir un peu cet échange. Ouais, c'est ça. Après, je pense que le rôle du coach, il est là aussi. C'est sûr qu'il t'aide donc à trouver ce genre de limites. Après, pour moi, par exemple, je me suis toujours coaché tout seul, parce que du coup, j'avais aussi cette impression de me connaître mieux que quiconque et de toujours prendre les bonnes décisions pour moi. Donc après, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Enfin, j'en sais rien, parce que peut-être que j'aurais pu prendre un coach et j'aurais pu être plus fort, être plus performant, faire moins de conneries. Enfin, j'en sais rien. Mais peut-être que j'ai bien fait, parce que en fait, au final, ce qui me convenait à moi, c'était vraiment de me driver tout seul avec mon ressenti personnel. Et je me disais, mais en fait, il y a personne d'autre qui te connaît mieux que toi. Enfin, il y a que toi qui te connais vraiment comme ça. Non, c'est clair. Donc, du coup, en même c'était temps, compliqué, quoi. Ton coach, il ressent pas forcément ce que tu ressens, mais il va être capable aussi d'avoir cette vision objective et surtout cette expérience aussi, parce que des mecs comme toi, potentiellement, il en a déjà entraîné 100, tu vois, 200, 300. Enfin, je veux dire, donc il va potentiellement, cette expérience, c'est ça aussi quand tu vas avoir un coach. En fait, c'est pour ça, c'est pour l'expérience aussi, parce que bon, la théorie, à la limite, t'achètes 2-3 bouquins sur tu vois, la science de l'entraînement, et en fait t'as compris. Mais en fait, c'est ce petit truc en plus, c'est cette expérience que tu vas aller chercher dans un coach. Et aussi ce côté objectif, parce que autant, alors après il y a des gens qui ont plus facile que d'autres à s'écouter, à écouter son corps. Je sais que moi je pense que c'est quelque chose que j'ai développé pas mal. Enfin, j'ai l'impression qu'avec ma pratique notamment du triathlon, je comprends de mieux en mieux mon corps et les petits signaux, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose, j'ai toujours eu beaucoup de mal, tu vois. Les gens me disaient, tu te sens comment? Je sais pas. Tu vois, j'ai toujours eu beaucoup de mal à sentir mon corps. Ils me disent, non, en fait, ça va, c'est bon. Si dans la tête, ça va, c'est bon, je peux continuer, tu vois. Et donc ça, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, tu vois. Et c'est là où après, moi, je pense que le coach est pas mal. Mais bon, après, il y a pas. Ouais, bien sûr. Mais après, moi, je te rejoins, dans le sens où vraiment, il y a des athlètes qui sont très à l'écoute et qui se connaissent parfaitement, et il y a des athlètes qui ne se connaissent pas du tout. Et moi, dans mes suivis, des athlètes que je peux avoir donc en suivi, j'ai vraiment des profils qui sont très variés, quoi, très diversifiés, et surtout très opposés. J'en ai vraiment qui me font, des feedbacks qui sont vraiment très précis, qui sont justes. Et d'autres, en fait, tu te dis, mais non, en fait, cet athlète-là, il se comprend pas lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment pas à t'expliquer ce qu'il ressent. Il a vraiment donc un ressenti qui n'est pas en cohérence avec ce qu'il vit donc actuellement. Et du coup, c'est hyper bizarre donc à gérer, et c'est assez déroutant finalement.
Après, ce qui était compliqué pour moi dans le fait de me faire coacher, c'est que j'ai aussi j'ai un côté qui est très perfectionniste, qui est très rigoureux, et du coup, j'avais peur de pas trouver quelqu'un en fait qui me corresponde, parce que finalement, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui soit un super théoricien avec qui je puisse discuter de physio, de bio, de cardio, etc. Et qui soit calé vraiment dans le domaine, mais qu'en même temps il ait pu connaître le très haut niveau, parce que j'avais besoin de pouvoir parler aussi, de choses, de terrain quoi. Et je me disais, mais si le mec il a pas connu, quelque chose qui ressemble donc à une pratique très intense et très poussée, en fait, il pourra pas me comprendre. Donc trouver un coach qui soit à la fois un excellent théoricien, à la fois un excellent praticien de terrain, tu vois, c'est hyper compliqué, et du coup j'avais vraiment peur de rentrer dans une forme, de relation qui me convienne pas. Donc en fait, je suis resté un petit peu sur de l'entraînement au feeling de par moi-même quoi. Et Même si, je sais pas si j'ai fait le bon choix, j'en sais rien. Et ouais, parce que c'est ce que tu disais, est-ce que voilà, on le saura pas, hein, mais le fait d'avoir eu un coach, potentiellement, t'aurais peut-être poussé un peu plus. Autant il va parfois te calmer un peu pour que tu sois plus à l'écoute de ton corps, mais il y a aussi quand même des moments où t'as pas envie d'aller dehors. Enfin, tu vois, t'as pas envie d'être entraîné, t'as pas envie d'aller faire ta session de natte, de sortir ton vélo, parce que t'es fatigué, t'as pas donc tu te dis, bah non, en fait, j'écoute mon corps. Et là, je trouve que c'est ça qui est difficile aussi, c'est à quel moment est-ce que, en fait, mon corps a pas envie parce que juste il est paresseux, et qu'il fait un peu frisqué dehors et que la flemme, je préfère rester au lit, versus non, en fait là, je vais vraiment trop loin, et je trouve que c'est ça qui est difficile, tu vois, aussi à gérer. Et je trouve que parfois justement, quand t'as un coach qui peut vraiment t'accompagner, mais qui a vraiment fait un truc, où c'est vraiment du sur-mesure pour toi, potentiellement ça va te pousser aussi un peu plus quoi. Moi je sais que si j'ai pas mon plan d'entraînement, clairement je vais m'entraîner 2 fois moins quoi. J'arrive pas à m'entraîner seul, tu vois. J'ai besoin d'avoir un truc de me dire OK, là c'est là, je dois y aller, j'ai pas le choix, tu vois. Ouais. Après moi j'ai jamais trop eu besoin qu'on me pousse à aller m'entraîner, parce qu'en fait j'adore m'entraîner. En fait, je suis complètement addict à l'entraînement, et du coup j'avais pas besoin de plan, si tu veux, pour aller à l'entraînement. C'est-à-dire que je mettais toujours donc un volume en face des performances que je voulais atteindre. Donc en fait, je savais que je devais nager donc un 400 en moins de 4:30. Donc à partir de là, je savais que de toute façon, c'était pas possible si je nageais moins de 20 bornes par semaine. Donc je m'imposais toujours un volume entre 20 et 22 bornes, 23 bornes, 25 bornes. Mais finalement, j'avais pas de mal à m'y tenir, parce que du coup, je pense que j'ai aussi donc un tempérament, je pense que je suis un mulet, je pense que j'ai vraiment ce côté rigueur qui est très ancré, un peu stakhanoviste, et du coup, j'avais pas de mal en fait avec le fait de tenir des volumes, vraiment. Du coup, pour moi, ça c'était pas un problème à gérer. Mais je conçois que ça peut l'être pour plein d'autres personnes, hein. Mais en tout cas, sur ce point-là, je me sentais pas concerné du tout. Mmh. Ok. Bon, et donc du coup, t'arrêtes ta carrière de nageur à 12 ans. Tu fais quoi? Petite crise d'adolescence. Finalement, j'ai rien fait. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Non, en fait, j'avais rien fait, hein. J'avais eu 2-3 titres de champion de l'Ain sur des 100 brasses, je crois. Donc franchement, ouais, et du coup, je bascule vraiment, parce que à ce moment-là, il y a grosse dissension avec le coach. Et je lui dis, mais non, mais moi je suis pas venu là pour ça, quoi. Je suis pas venu là pour que tu me dises que je dois pas parler avec mes copains, quand on fait des jambes en planche, quoi, tu vois. Donc du coup, à partir de là, j'arrête et je me mets vraiment à une pratique ultra multisport, quoi. Donc je monte sur des rollers, je remonte sur des rollers, j'y passe 5 heures par jour. Je fais du VTT, tu vois, je suis toujours dehors, je suis toujours en vadrouille. Et en fait, vers 14-15 ans, je découvre les premiers triathlons, donc les triathlons à venir, donc les triathlons pour les gamins, quoi, hein. Et en fait, je mets le pied dedans, quoi. Et là c'est la fin des haricots, parce que du coup, je me rends compte là c'est pire que le Covid, t'as chopé le virus, tu t'arrivais plus à être vacciné. Ouais. Non, mais là du coup, c'est vraiment une sorte d'engrenage, mais que je vis de manière très positive, hein.
je me remets à nager, je me rends compte que finalement, bon, j'ai des bons restes et je me mets à courir. Je vois qu'à pied, clairement, je pense que c'est là où où j'ai le plus de qualité intrinsèque. Et je me rends compte que le vélo, par contre, je suis vraiment nul. Enfin, je suis vraiment nul. Je suis bon juste quand ça grimpe parce que je suis très léger et j'ai un bon rapport poids-puissance. Mais sur le plat, enfin, j'avance pas un caramel. Et du coup, je me dis, attends, Flo, enfin, tu peux pas être aussi nul en vélo. Donc, je me mets à rouler un petit peu, je progresse en vélo. Puis en fait, enfin, de fil en aiguille, je deviens meilleur en vélo. Puis je me rends compte que je nage pas assez parce que si je veux nager devant, il faut que je nage un peu plus. Donc, je me remets à nager plus. Et finalement, tu rentres dans une sorte de pratique où ton point faible devient ton point fort, ton point fort devient ton point faible, et du coup, avec les 3 disciplines, tu te rends compte que tu peux t'entraîner des heures et des heures, et que tu progresses, parce que enfin, on va dire qu'à 15 ans, tu es en pleine période où tu es en pleine progression. Donc du coup, je trouve que c'est hyper grisant parce que finalement, je fais que progresser. Donc au début, j'ai évolué à un niveau qui est départemental, et finalement après je monte un petit peu, je me dis putain ouais, finalement il y a peut-être moyen de faire un championnat de France. Puis tu vas faire un championnat de France, puis tu te rends compte que tu fais partie des derniers, mais qu'en t'entraînant un peu, tu pourrais faire un top 30. Et tu vois, tu rentres dans une forme de pratique un peu engrenage, un peu excessive, qui fait que tu te rends compte que tu peux faire toujours plus, quoi. Donc voilà, enfin je rentre un peu là-dedans, et finalement enfin je m'y plais, hein. Je m'y plais clairement, enfin j'adore ça, quoi. Est-ce que c'est ça aussi qui a drivé tes études, parce que tu as fait des études dans le sport? Est-ce que c'est un peu cet engrenage positif, ce cercle vertueux et pas vicieux, qui a fait que tu t'es dirigé vers des études de sport, ou ça mijotait déjà un petit peu dans ta tête? Non, c'est vraiment ce passage entre mes 15 ans et mes 18 ans qui ont fait que je me suis redirigé vers quelque chose dans le sport, parce qu'à la base j'étais plutôt donc orienté vers faire donc une classe prépa ou une école d'ingé, tu vois, enfin un maths sup maths spé ou une école d'ingé et tout ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai connu le sport, je me suis dit, enfin, où j'ai commencé donc à m'entraîner comme ça, et que je me suis rendu compte que quand même c'était vachement grisant et qu'on pouvait apprendre plein de choses et qu'on pouvait progresser. J'ai attaqué mes études de sport dans le but d'essayer de trouver une forme de formule magique, tu vois, c'est-à-dire d'essayer de calquer le versant très scientifique à la pratique sportive pour essayer de trouver une sorte de formule qui puisse faire que tu deviennes une machine de sport, quoi. Alors évidemment, au fur et à mesure, j'ai vraiment déchanté, parce que je me suis rendu compte que le sport c'était pas du tout une science exacte, et qu'on était très très loin des équations mathématiques, hein. En vrai, c'est quand même c'est une science qui n'a rien d'une science vraiment dure, c'est-à-dire que il y a des athlètes qui vont réagir totalement différemment à l'entraînement que d'autres athlètes. C'est pas du tout des maths, quoi. Et du coup, mon envie, mon rêve, de trouver l'équation mathématique de l'entraînement, au fur et à mesure de mes 5 ans d'études, elle s'est complètement évaporée. Je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. Jamais j'arriverai à trouver ça, parce que ça existe pas. En fait, on est tous différents. On a tous des méthodes qui vont nous convenir ou pas. Et du coup, ouais, j'ai vite déchanté, mais j'ai trouvé aussi une forme de poésie, tu vois, dans l'entraînement. C'est-à-dire que finalement, c'est pas magique, c'est pas mathématique. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en jeu, des paramètres physiologiques, hein, comme ta VO2 max, ton débit cardiaque et tout ça, mais aussi des paramètres psychologiques, avec le fait d'être ou résistant donc à la souffrance ou pas résistant à la souffrance, le fait d'être passionné ou pas passionné. Et en fait, tu te rends compte que c'est une sorte de cocktail avec des déterminants de la performance qui sont ultra variés, quoi. Et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est-à-dire que je sortais en fait de mon éducation quand même très cartésienne. Ouais, puis j'allais dire, finalement, ta formule magique, tu l'as pas trouvée, parce que après ton master en recherche, t'as encore continué, t'as encore fait un DU en hypnose, t'as encore fait un DU en micronutrition sportive, donc tu continuais à chercher la formule magique. Est-ce que tu continues toujours, ou est-ce que tu t'es fait une raison et puis maintenant tu continues plutôt tu pratiques? Non, j'ai carrément arrêté. Je me rends compte que vraiment que l'entraînement c'est une science, c'est pas une science exacte.
c'est pas les mathématiques, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas la physique. Et du coup, maintenant, j'ai une approche qui est très transversale. Donc évidemment, enfin, je reste un passionné, enfin, de physio, de bio. J'adore les datas, évidemment. Mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses à côté, quoi. Il y a vraiment, il y a toutes les caractéristiques psychologiques, enfin, de l'athlète. Il y a toutes les théories donc de la motivation. Il y a plein de choses en fait qui sont extrêmement complexes, quoi. Et le mental est beaucoup plus compliqué. Enfin, pour moi, enfin, j'ai l'impression donc aujourd'hui que sur le versant plutôt physiologie, je dis pas que j'ai fait le tour, mais plus ou moins. Enfin, je veux dire, une fois que tu as compris VO2 max, VMA et compagnie, bon, enfin tu réinventes pas l'entraînement. Par contre, je trouve que sur le versant psychologique, on en est qu'aux prémices. Enfin, quand tu vois ce qui se passe au niveau des neurosciences, enfin, tu te dis que la neuroscience, c'est vraiment une science qui est en pleine expansion. Et pour moi, on en est qu'aux prémices. Donc, je trouve que là, vraiment, le spectre de découverte, il est beaucoup plus large que sur le versant purement physiologique et biologique. Ouais, puis le versant justement physiologique, c'est peut-être la plus dure des sciences dans le sport, là où le versant psychologique, sociologique, environnemental aussi va être la plus entre guillemets molle des sciences, celle où déjà on connaît moins et puis où il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Tu l'as rappelé, tu parlais par exemple du sommeil, quand tu fais 25 heures d'entraînement et si tu fais des nuits de 4 heures, potentiellement, au bout d'un moment, ça passera pas. Et pourtant, t'as peu de coachs qui te disent bon bah écoute, je te mets une grosse séance là, tu vas aller nager 12 bornes 2x6 demain et puis oublie pas de dormir la veille. Enfin pour un coach en général, ça va de sens. Pourtant c'est à prendre en compte dans l'entraînement. Ah bah carrément. Et d'ailleurs, enfin aujourd'hui, on a beau y tourner dans tous les sens, mais on a plein de modes, hein. On a la cryothérapie, on a tout ce qui est lié donc à l'électrostimulation, on a les datas à plus savoir qu'en faire. Enfin, je veux dire, tu parles donc avec des athlètes, enfin, je veux dire, ils passent 2 heures par jour à regarder leurs data, quoi. Enfin, toutes leurs données de puissance, de vitesse, machin, etc. Et pour moi, on en oublie tout ce qui est lié en fait aux fondamentaux. Enfin, les fondamentaux, c'est déjà aimer t'entraîner et c'est bien récupérer, c'est bien dormir, c'est bien manger. Et la base, enfin, pour moi, elle est là. Et dans nos pratiques occidentales, enfin, à des moments, moi, ça me fait doucement rire, quoi, parce que on regarde qui travaille avec le dernier capteur de puissance, qui travaille avec la dernière roue carbone, qui travaille avec les dernières chaussures. Ok, mais sauf qu'on oublie que les meilleurs, coureurs du monde, ils sont au Kenya et les mecs, ils ont couru durant des années sans fréquence cardiaque, avec des chaussures de merde et ils bouffaient, enfin, des galettes de blé, tu vois. Mais les mecs, bon bah par contre, ils sont passionnés. C'est un moyen d'émancipation pour eux de la pauvreté et les mecs ils dorment, ils s'entraînent et ils ont pas tout le matériel que nous on a donc en Occident et pourtant ils courent le marathon en 2:03 quoi. Tu vois, et puis à côté de ça, enfin, et puis paradoxalement à ça, bah tu vois des gars qui courent des marathons en 4h00 et qui passent 1h30 par jour à regarder leurs courbes sur sur les réseaux quoi. Donc, et qui sont limite des sapins de Noël parce que un capteur de puissance, un capteur cardiaque, une montre, 2 montres, voilà, les dernières chaussures à la mode, etc. Et pour moi, si tu veux, on en oublie le sens premier, quoi. Il y avait un petit peu ce discours-là aussi sur les vélos, tu sais, où pendant un moment, on était à la chasse au gramme superflu. On allait te mettre la vis super géniale, magique, qui pèse le moins, alors que finalement, tu fais gaffe à ce que tu bouffes, tu perds 100 grammes et ta vis, t'en mets 10 des comme ça, quoi. Bien sûr. Et tu dis 100 grammes, mais moi je dirais pas 100 grammes. Je dirais que dans le milieu, du cyclotourisme, tu fais la chasse, donc si tu veux, à la vis qui fait 3 grammes. Et puis, paradoxalement à ça, les mecs, ils ont 4 à 5 à 10 kilos de trop sur le vélo. Enfin, de leur poids de corps, je parle, mais parce que finalement, tu manges n'importe quoi, enfin, tu fais pas attention et au final, mais les grammes que tu cherches donc à gagner avec un guidon carbone, mais tu peux gagner 25 fois plus juste en ayant une hygiène alimentaire normale.
Tu vois, donc finalement, j'ai l'impression qu'on se trompe de combat, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, après, ça, on est dans la culture occidentale, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il faut vendre du matos, il faut faire rêver. Du coup, et tu dis la culture occidentale, ouais, parce que tu compares ça au Kenya, par exemple. Ouais. Mais parce que, enfin, bon, après, est-ce que c'est occidental ou pas, j'en sais rien, mais tu vois, moi, il y a un moment où je vivais au Pérou et je m'entraînais dans un club avec d'autres triathlètes péruviens. Et je me souviens, il y en avait un d'entre eux qui était clairement en surpoids. Il devait faire plus de 100 kilos, tu vois. Et c'était pas que du muscle, donc et c'était le genre de gars après l'entraînement, tu vois, barbecue et bière toute l'après-midi, mais genre, enfin vraiment dans l'abus, quoi. Et en même temps, le mec avait quand même un vélo à 15 000 balles, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Tu te dis, mais attends, mais même les athlètes pro et triathlètes pro, ils se payent pas, limite pas ça, parce que, enfin, et c'était un vélo à 15 000 euros, quoi. Ouais, bien Et sûr. tu te dis, mais c'est hallucinant, enfin, mais il faut revoir un peu les priorités, quoi. Ouais, bien sûr. Donc Bien voilà, sûr. à un moment, c'est plus du show qu'autre chose, quoi. Mm. Bon, il parle pas français, comme avis, il écoutera pas le podcast, donc, voilà. Non, mais après, moi, en soi, si tu veux, enfin, le fait que tu roules avec un vélo à 15 000 balles, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, on a tous le droit de faire comme on veut. Bien sûr. C'est juste qu'il faut avoir un dialogue après qui soit, enfin, pas un dialogue, mais donc un discours en cohérence, donc avec tout ça. Si t'as un surpoids de 15 kilos, mais que tu le sais et que tu dis, voilà, enfin, moi, je m'en fous. J'ai une pratique qui est très récréative et je veux acheter un vélo à 15 000 euros, mais parce que j'ai les moyens, je me fais plaisir. Moi, si tu veux, ça me pose aucun problème. Après, là où ça me pose un peu plus de problème, c'est quand t'as affaire donc à un athlète qui a donc une requête de performance, mais qui met rien en face pour l'obtenir. Donc là, si tu veux, là, on est sur quelque chose qui, pour moi, est une incohérence. Donc là, par contre, je suis un peu moins d'accord, parce que si vraiment tu veux progresser, oui, la priorité, c'est pas d'acheter un vélo à 15 000 euros, c'est de faire ce qui est en sorte à côté, tu vois. Donc voilà. Mais en soi, enfin, le fait, enfin, d'être en surpoids puis d'avoir un super vélo, c'est pas incompatible. Et moi, enfin, ça me dérange pas. Je me dis, bon, enfin, voilà, enfin, tu sais, ça fait marcher le business ou le commerce. Ben, écoute, si le mec, il a les moyens de le faire, enfin, voilà. Non, bon, c'est pas un problème. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Voilà, ouais, exactement, exactement. Mais bon, c'est vrai que c'est vrai que ça fait parfois un peu sourire quand tu vois que t'as des gens qui te disent, non, mais regarde, en fait, moi, j'ai acheté ça parce que ça va me faire gagner du temps. Et en fait, tu te dis, ouais, bah, commence déjà par perdre 1 kilo ou 2 et ce sera plus efficace, quoi. Ouais, je propose qu'on revienne quand même un petit peu sur toi. Ouais. Donc tu nous as dit découverte du sport, plutôt en mode récréatif. Ouais. Après, stop avec la natation parce que justement ça collait plus avec tes valeurs du moment. Tu touches un peu au multisport, un peu beaucoup au multisport. Ouais. Après tu découvres le triathlon, tu re-rentres dans le sport. Là cette fois-ci peut-être un peu plus avec par la fenêtre compétition, performance. Ouais. Avec cette envie justement d'en apprendre plus, de performer plus, d'en apprendre plus sur toi, sur ta préparation, ce qui t'a drivé aussi dans tes études orientées sport, alors que tu aurais pu effectivement faire peut-être une école d'ingé et puis avoir un parcours entre guillemets, je dis bien entre guillemets, classique, tu sais, c'est le bon vieux. Quand est-ce que tu trouves un boulot ? Écoute, ce que je fais, c'est mon boulot, bref. Et puis, malgré tout ça, on n'a pas parlé trop de ta pratique. Comment, dans le triathlon, tu évolues ? Tu nous disais tout à l'heure insidieusement que tu cours le 10 en 31-30, ce qui est quand même pas à la portée de tout le monde. Du coup, ça a donné quoi en triathlon ? Nager le 400 en moins de 4,30 et courir le 10 en 31-30, et puis t'as progressé en vélo. T'as évolué sur quel type de course et ça a donné quoi au niveau de ton palmarès avant que on en arrive à des courses un peu plus longues ? Et ça, je peux en parler parce que je t'ai entendu dans le podcast de Marc Mouedza qui s'appelle Finir en mental, on en a parlé tout à l'heure, mais je sais que t'as pas fait que du court. Non, en fait, en gros, ce que ça a fait, c'est qu'à partir de 18 ans, vraiment, je me suis mis à m'entraîner correctement. Enfin, je me suis remis à nager. Où là, du coup, enfin, je me suis dit, ok, enfin, maintenant, il faut que t'arrêtes, d'enfiler des perles, il faut que tu t'entraînes vraiment. Donc, mon objectif, ça a été assez rapidement de descendre en moins de 4,30 au 400, parce que finalement, je me rendais compte que pour sortir devant, il fallait avoir à peu près ce niveau de perf-là. Donc, je me suis mis à nager 5 fois par semaine, 20 bornes, 22 bornes, 23 bornes, etc. Donc voilà. Après, je me suis rendu compte aussi que à pied, j'étais pas dans le coup, parce que si tu veux gagner, il faut être capable, de finir, quoi. Donc à pied, je me suis mis à courir aussi, donc j'ai mis un peu de temps, mais je suis descendu assez rapidement en 33 minutes au 10.
puis 32-30. Et puis j'ai un record en 31-27. Donc voilà. Donc du coup, ce que ça a donné, ça a donné qu'en triathlon, je gagnais quelques triathlons, régionaux. Je suis monté sur le podium au championnat de France moins de 23 ans en duathlon. C'était très inattendu parce qu'en fait, j'ai accompagné un copain au championnat de France de du qui m'a dit vas-y, viens avec moi et tout, ça a l'air sympa. Je dis ok, je viens et finalement, je grimpe sur le podium en moins de 23 ans. Donc évidemment, il y avait pas un niveau non plus dingue, mais si tu veux, je courais déjà. Ton pote, il devait être content. 32-50 quoi. Ouais, non, mais j'étais content, et puis je m'y attendais pas. Ton pote était peut-être premier, du coup, c'est ça? En fait, il est champion de France en titre, en duathlon, et il allait défendre son titre. Et il m'a dit, viens avec moi, et je lui ai dit, ok, je viens, et finalement, ce jour-là, il était moins bien que moi, il a fait derrière moi. Donc moi, je fais 3e, et lui, il fait derrière, je crois qu'il doit faire 5. Mais ouais, donc en gros, si tu veux, après, voilà, j'ai fait voilà, les France de duathlon, j'ai fait quelques tris régionaux que j'ai gagnés. Après, j'ai voulu passer sur du format un peu plus long, donc je me suis lancé sur du half Ironman. Donc pareil, mon premier half, je l'ai fait en Suisse à Rapperswil où je gagne mon groupe d'âge. Donc pareil, j'étais hyper content et je m'y attendais pas du tout. Donc toujours avec ce même copain, donc avec Greg, on se retrouve à aller au championnat du monde de 73.3. Et là, du coup, je gagne mon groupe d'âge. Donc là, c'est pareil, j'hallucine. Je me dis, mais attends, c'est un gag, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je nageais quand même déjà bien, je courais bien, mais en vélo, j'étais un peu juste. Et finalement, je fais une super course, tu vois, je termine le semi en 1h14 sur tri, quoi. Donc, je me dis, putain, en fait, franchement, ça va, quoi. C'est quand même, je fais vraiment une course hyper aboutie. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, je m'interroge sur le fait de tenter une carrière en pro. Parce que je me dis, putain, finalement, quand même, intrinsèquement, j'ai 24 ans et quand même, ça colle, quoi. Sauf que en vrai, j'ai vraiment eu peur. Il faut dire ce qui est. J'ai vraiment eu peur parce que triathlon, c'est pas un sport où il y a beaucoup d'argent, c'est pas un sport très médiatisé. Et je me disais, mais si t'arrive une merde, imagine tu te lances donc en carrière pro, imagine il t'arrive une merde, t'as rien quoi. Tu te retrouves avec rien. Donc en fait, j'ai jamais passé le pas, j'ai jamais tenté une aventure en pro, donc j'ai toujours continué à courir en amateur. Puis j'ai créé ma boîte, donc en fait en créant ma boîte à 28 ans, du coup peu à peu tu manques de temps parce que voilà, tu crées ta boîte. Du coup par manque de temps, j'ai arrêté le vélo parce que je ne pouvais plus rouler. J'avais deux options qui se prêtaient à moi. J'avais soit je continue à faire du triathlon un peu en dilettante en me disant je fais toujours mes 3 sports mais à un volume inférieur, ou soit je continue à m'entraîner autant, donc 20 heures par semaine, mais par contre je fais que nager et que courir. Et c'est d'ailleurs ce que je préférais dans les 3 disciplines. Donc du coup, c'est là en fait où j'ai vraiment basculé sur une pratique type aquathlon, swimrun. Donc aquathlon dans un premier temps parce que le swimrun n'existait pas ou était vraiment très confidentiel. Donc aquathlon, et donc en fait en aquathlon, j'ai fait un peu pareil, j'ai couru en groupe d'âge, donc j'ai gagné plusieurs fois des championnats du monde groupe d'âge. Puis parallèlement à ça, je me battais pour battre des records sur 10 bornes, pas régulièrement parce que finalement je suis pas fan de la route, donc je suis allé me mesurer 2-3 fois sur des 10 bornes pour essayer de voir ce que je valais. J'ai continué à nager un peu en eau libre et tout ça, quoi. En fait, j'ai toujours une pratique un peu multi, donc du coup un peu d'eau libre, un peu de trail, un peu de route, un peu d'aquathlon, et puis peu à peu un peu de swimrun. En fait, je suis toujours allé là où mon envie elle m'emmenait, quoi. J'ai jamais je me suis jamais trop imposé de choses en fait. Voilà. Et tu disais quand t'avais découvert le tri à 14 ans que t'étais pas spécialement bon à vélo et que encore aujourd'hui, ou en tout cas quand tu t'es mis de manière un peu plus sérieuse, c'est le vélo que t'as lâché, quoi. Donc c'est quoi qui te déplaît autant dans le vélo? Dans le vélo, en fait. Alors, Olivier pose cette question-là parce que lui, à la base, il est cycliste, tu l'auras compris, hein. Ouais, non, en fait, si tu veux, dans le vélo, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que intrinsèquement, clairement, c'est le sport, je pense, où j'ai le moins d'aptitude. Sauf dans les parties montantes. S'il faut monter des cols, vraiment, par contre, c'est là où j'ai toujours été vraiment le plus performant. Le problème, c'est qu'en fait, sur la majorité des triathlons, on va dire, donc régionaux, support de championnat de France, etc., c'est rarement des gros parcours de montagne, quoi. Donc, si tu veux, en termes de perf,
je me retrouvais toujours. Il fallait venir à Belfort aux France en 2009, Belfort long, c'est ça. En France 2009. Moi, je l'ai fait. Je peux t'assurer que en vélo, ça monte, et en course à pied, c'était du trail. Ouais, mais il y en avait pas beaucoup, tu vois. C'était quand même, des épreuves qui étaient très marginales, quoi. Donc du coup, déjà, il y a le premier point, c'est vraiment, donc le fait qu'en termes de performance, c'était là où j'étais le moins fort. Deuxième chose, c'était que clairement, j'aime pas trop être au contact des voitures. Je suis un peu, sans dire que je suis un ours, mais j'aime bien être seul avec moi-même. J'aime bien être dans la nature. J'aime bien être donc en introspection. Et le fait de me retrouver au contact des bagnoles, des mecs qui te frôlent le coude, qui te klaxonnent, etc. Finalement, peu à peu, ça m'a vraiment vite gonflé, quoi. Parce que du coup, je me retrouvais à rouler et à me trouver en fait en état de tension, à me dire putain, mais un jour, je vais me taper sur la gueule avec un mec, tu vois. Et franchement, ça m'a assez rapidement gonflé. Et puis la troisième chose, c'était que le vélo, c'est un sport en fait où il faut faire vraiment du volume, quoi. Donc du coup, il faut manger des heures à l'entraînement. Et comme peu à peu, je me retrouvais quand même sous une forme de pression temporelle parce que j'avais pas le temps de tout faire. C'est vrai que la nature, elle a fait que je me suis dirigé vers les sports qui me demandaient moins d'entraînement. Tu vois, je veux dire, à pied, tu fais une semaine à 100 bornes en 7 heures, en 7-8 heures. En vélo, si tu roules pas 400 bornes par semaine, en vrai, t'es quand même relativement limité quand je parle vraiment d'évoluer à un très bon niveau. Donc, si tu veux, je me rendais compte que en nageant 20 bornes par semaine et en courant 100 bornes par semaine, dans mon emploi du temps, je passais, alors que en vélo, je passais pas. Donc, du coup, si tu veux, entre ce fait que le vélo était très chronophage, le fait que j'aimais de moins en moins me retrouver donc au contact des bagnoles, et le fait que je me rendais compte que c'était quand même la discipline où j'étais le moins doué intrinsèquement, je me suis dit, naturellement, je vais passer à quelque chose qui nécessite pas de vélo ou moins de vélo, quoi. Voilà. Ok. Non, mais je comprends effectivement. Là, je peux pas le nier, quoi. Je veux dire, le volume à vélo, c'est clair que si tu veux effectivement progresser à vélo, tes sorties longues, c'est minimum 3-4 heures. Voilà, c'est ça. Parfois, 5, 6, 7. Bon, après, il y a pas vraiment de maxima, mais c'est vrai que ça peut vite prendre beaucoup de temps. Là où, course à pied, natation, en général, c'est un peu plus efficace, quoi. Donc effectivement, le temps, c'est une chose, pour le vélo. Il y a peut-être quelque chose que t'as pas cité. Bon, c'est peut-être pas un problème pour toi, mais c'est que le vélo, c'est quand même aussi un sport qui peut être relativement cher. Là où la course à pied, à partir du moment où t'as une paire de baskets, a priori, c'est bon. La natation, à part ton entrée en piscine, si t'as une paire de lunettes, un maillot, ça le fait aussi. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que le vélo, ça peut vite, sans pour mais autant acheter des vélos à 15 000 balles, ça peut quand même vite être cher. C'est ça. Du coup, ça c'est sûr. Puis il y a aussi le fait, si tu veux, de la logistique aussi. Tu vois, je suis allé faire donc les championnats donc en Floride là avec le vélo. Putain, entre ta valise à vélo, ton vélo et tout ça, je veux dire c'est une galère, quoi. Après sur aquathlon, je me rappelle que je partais avec un bagage à main, quoi. Ouais. Et ça c'était dingue parce que du coup avec mon bagage à main, je partais en compète, j'avais ma trifonction, ma paire de pompes et basta. Et ça c'était néoprène quand même, fort. au cas où. Non. Ça dépendait de où on était. Mais non, pas en aquathlon. L'aquathlon, par définition, c'est en piscine. Non. Tu peux trouver. Non. Si tu veux, donc les aquathlons, c'est même souvent en lac ou en milieu naturel. Hein. Tous les championnats, si tu veux, ils se font en lac ou en milieu naturel ou en mer. Donc après, c'est sûr que quand j'étais allé en Chine, par exemple, il faisait 35 degrés. Donc là, tu viens pas que ton néoprène. Par contre, quand tu vas en Nouvelle-Zélande, tu mets ton néoprène, quoi. Mais bon, en fait, au final, si tu veux, même un néoprène, dans un sac à main, dans un sac à dos, ça rentre. Alors que le vélo, franchement, c'est l'enfer. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que tous les triathlètes qui voyagent un minimum pour le boulot, quoi, en général, tu prends plutôt ta paire de baskets parce que tu sais que ça c'est le truc facile que tu vas pouvoir faire, un peu de PPG, une petite course à pied ou quoi, ça c'est facile. Niveau logistique. On va revenir aussi un petit peu sur l'aquathlon et sur le format et tout ça, parce que je pense que c'était pas hyper clair, mais avant ça, tu disais que t'avais ouvert ta boîte.
c'était quoi? C'est ta boîte de coaching, de préparateur mental? Tu faisais quoi en fait? Ouais, c'est ça. En gros, j'ai créé une boîte, de coaching où mon but c'était d'accompagner des personnes, soit en quête de remise en forme, soit en quête, de performance sportive. Et du coup, en gros, pour faire simple, j'ai donc une double prestation. J'ai une première partie donc de mes prestats, c'est du coaching, de terrain. Donc en gros, je partage ma séance sur le terrain, donc avec la personne. Donc là, ça peut prendre des formes assez diversifiées en fonction de l'objectif. Ça peut être de la réathlétisation suite, par exemple, à un triple pontage coronarien. Donc là, on est sur des protocoles qui sont très progressifs. Mais ça peut être aussi des protocoles vers de la haute performance. Et par exemple, j'ai eu en suivi un motard qui évoluait donc en Super Stock 1000, qui a été 2 fois champion du monde, où là, clairement, on était sur de la prépa physique qui était quand même assez poussée, assez pointue, quoi. J'ai eu en suivi un rugbyman qui joue en top 14, où là, pareil, on développait vraiment des capacités physiques assez pointues. Donc ça, c'est une première partie de mes prestations, et j'ai une deuxième partie donc de prestations qui sont plutôt liées à de la planification à distance. Donc là, en gros, je planifie les entraînements des athlètes en fonction de leur objectif, de leurs contraintes professionnelles, de leur profil physiologique et tout ça, quoi. Donc là, je bosse avec des trailers, avec des marathoniens, avec des cyclistes, avec des nageurs d'eau libre, des triathlètes. En fait, tous les sports en endurance que je connais et que j'ai pratiqué à minima, quoi. Voilà. Et ok, mais donc du coup c'est ton entreprise à toi, perso, je veux dire, t'es en solo là-dedans, quoi. Ouais, je suis en solo, j'ai créé et je travaille tout seul, et voilà. Et je veux travailler tout seul d'ailleurs. Je veux pas embaucher, je veux pas recruter. Je suis bien tout seul, je me drive tout seul et ça me va bien, quoi. Ok, ouais, t'es un peu un solitaire, non? J'ai l'impression, t'aimes bien. Ouais. T'aimes bien dans ton. Ouais, en fait, j'aime bien travailler seul. J'aime bien avoir le choix des gens à qui je travaille, voilà. C'est pas que en soi je suis pas tant un ours que ça, mais finalement j'aime bien travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et le problème, c'est que hormis créer une boîte, c'est compliqué de travailler avec les gens avec qui tu as envie de travailler. Ah oui, non, bien sûr, mais dans la mesure de tes salariés. Voilà, c'est ça. Après ça c'est évident que je pourrais recruter, mais en fait, donc aujourd'hui, je trouve vraiment un vrai confort à me gérer moi, à gérer ma clientèle tout seul, parce que tu vois, j'ai peur de recruter. Tu recrutes quelqu'un et 6 mois après, la personne elle te lâche ou elle te dit c'est bon, je m'en vais, et du coup tu te retrouves à gérer. C'est qu'en fait, c'est autre chose. Métier, c'est être coach. Si demain tu recrutes des gars qui vont devenir coach eux-mêmes, en fait, ce sera de la gestion. C'est pas pareil. Et donc, c'est un job un peu différent. Ce sera la gestion d'équipe, ce sera du légal, de la finance. Bon, c'est pas du tout le même métier, quoi. Donc c'est pas pareil, ouais. Donc voilà. Et si on revient un petit peu là-dessus, donc tu t'es lancé en tant que coach, c'est-à-dire t'avais déjà quelques clients, ou athlètes que tu suivais à côté. Ouais, en fait, t'avais 28 ans, j'imagine, tu bossais déjà à ce moment-là, tu faisais quoi? Ouais, en fait, je travaillais, j'étais employé dans une mairie. En fait, en gros, j'étais donc éducateur sportif, et on me détachait des heures d'entraînement pour m'entraîner, quoi. Pour m'entraîner correctement. Okay. Donc en gros, j'étais sur une forme d'emploi du temps aménagé, une sorte de mi-temps aménagé. Mais donc t'étais payé pour t'entraîner? J'étais payé en partie. C'est-à-dire que, en gros, sur les heures que je devais faire, on me détachait une quinzaine à une vingtaine d'heures pour m'entraîner. Donc, si tu veux, c'était hyper confort pour m'entraîner. Après, peu à peu, je me suis pas retrouvé, en fait, au niveau professionnel, parce que c'était vraiment, le carcan de la fonction publique, tu sais, avec tout ce qui est donc inhérent à la fonction publique, donc le fonctionnariat, une sorte de latence très importante, une sorte de conformisme très très prégnant qui du coup me plaisait, commençait en fait à rentrer en confrontation directe avec mes valeurs, qui étaient les miennes. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut partir, en fait, il faut pas rester
à un poste où t'es pas épanoui et où tu te sens pas bien. Donc c'est à partir de là en fait où j'ai créé ma boîte. Donc en gros j'avais déjà 2-3 potes que je suivais on va dire en bénévole sur du coaching à distance, mais carrément, enfin quasiment pas grand chose quoi. C'était vraiment c'était très minoritaire en fait. Et du coup voilà, donc à partir du moment où j'ai quitté mon poste, j'ai créé ma boîte et j'ai lancé officiellement mon projet. Non parce que je pense qu'il y a peut-être certains auditeurs que ça peut intéresser. C'est vrai que souvent quand on est passionné de sport, parfois on se pose la question de en fait je suis passionné de sport mais je travaille pas du tout là-dedans, est-ce que je me verrais évoluer là-dedans, et voilà, je connais pas mal de gens autour de moi qui se disent tiens ouais, je ferais bien un peu de coaching. J'en vois beaucoup, tu vois, qui se lancent dans le coaching. Ça a été assez vite pour toi, t'as vite pu avoir, t'as besoin d'un certain volume, tu vois, j'imagine, en tant que coach. Je sais pas, tu suis combien d'athlètes? Alors actuellement j'ai 80 athlètes en suivi à distance, ce qui est vraiment beaucoup. Je m'étais fixé une limite vraiment à 50. Sauf que je travaille maintenant donc avec une plateforme en ligne qui est vraiment très bien faite et qui me permet, si tu veux, d'avoir automatisé certaines données et tout ça, d'avoir créé une bibliothèque de séances qui est vraiment gigantesque. Du coup, je gagne du temps sur toute cette partie-là, ce qui me permet d'avoir un peu plus de monde. Mais oui, en gros, j'ai 80 athlètes en suivi à distance et sur le terrain, j'ai une quinzaine d'heures dans la semaine où je suis dehors sur le terrain quoi. Donc ouais, c'est quand même super dense. Après moi, ça a marché assez rapidement parce qu'en fait, au moment où je me suis lancé, j'avais déjà, entre guillemets, une sorte d'image autour de chez moi. J'avais fait pas mal d'articles de presse liés à des courses que j'avais gagnées, tu vois, des trails, des tris, etc. Et du coup, quand t'as déjà une forme de visibilité, ça te permet quand même de démarrer beaucoup plus vite, que quelqu'un qui a vraiment rien. Donc finalement, mon projet a décollé assez rapidement. Et en fait, après, il n'a jamais arrêté, de progresser en termes de volume. Ok. Ouais, et puis t'as ajouté d'autres cordes à ton arc avec des formations que t'as faites par la suite, etc. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, après, je me suis formé en nutrition, je me suis formé en hypnose et tout ça. Même si du coup, en fait, aujourd'hui, c'est pas des prestations que je développe. Parce que j'ai pas le temps, en fait. Je suis déjà très occupé sur mes prestations de base. Bon, on va vraiment rentrer dans ce sujet d'aquathlon et de swimrun. Juste avant, tu parlais d'une plateforme avec laquelle tu travailles et qui te fait gagner du temps. C'est quelle plateforme? Je bosse avec Nolio, qu'on utilise aussi et qu'on a reçu dans le podcast, et c'est vrai que c'est une super plateforme. Et puis Cocorico, c'était évident. Nos amis de chez Nolio. Ouais, non, franchement, j'ai eu un super feeling. Donc avec François et Alex, et du coup le prérequis de ma bascule chez eux, c'était vraiment qu'ils soient capables de me rapatrier toute ma bibliothèque de séances, parce que j'ai bossé des centaines d'heures à créer des milliers de séances pour que les athlètes que j'ai en suivi ne s'ennuient pas, parce que quand tu t'entraînes en endurance, tu te rends très vite compte que le premier ennemi de l'athlète, c'est tomber dans une sorte de monotonie et de routine, avec toujours les mêmes séances, les mêmes 30-30 à tel jour, etc. Donc j'ai créé vraiment une bibliothèque qui est vraiment très volumineuse. Et quand ils m'ont démarché, je leur ai dit mais moi en fait, je veux bien venir chez vous, mais il faut vraiment que vous soyez capable de rapatrier tout ça. Et comme eux, donc à la base, ils sont développeurs. Ils m'ont dit mais moi nous il y a aucun problème quoi, on va travailler là-dessus, et voilà. Donc du coup c'est parti comme ça et j'en suis hyper content. C'était la petite minute promo gratuite. Je te laisse reprendre la parole, Olivier. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, on a reçu Alexandre Bouquet, qui est le cofondateur de Nolio, sur le podcast. C'était l'épisode 284. Mais donc ce que je disais, c'est que on va rentrer dans l'aquathlon et le swimrun, mais t'as quand même mentionné aussi l'hypnose. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Rapidement, l'hypnose dans le cadre du sport, ça sert à quoi? Moi, l'hypnose, c'était une sorte d'outil supplémentaire, en fait, dans un objectif d'optimisation de la performance. Voilà. Donc,
En fait, à la base, je me suis formé pour moi, vraiment, enfin par curiosité, parce que quand je voyais ce qui se passait en hypnose, enfin le spectacle, enfin tu vois les mecs, ils montent sur la tribune, ils font les éléphants, ils font les girafes, tu te dis mais c'est du délire quoi, en fait, tu vois. Donc au début, je me disais mais c'est un sketch, enfin c'est pas vrai. Et en fait, du coup, je l'ai fait par curiosité pour moi, pour ma gouverne, enfin pour mes connaissances et tout ça. Et du coup, peu à peu, je me suis dit, mais ouais, ça pourrait être un super outil en prépa mentale, parce que j'avais été formé donc à la prépa mentale avec des outils, enfin comme la PNL, par exemple, ou la psychologie positive et tout ça. Et l'hypnose, moi, je me disais juste, mais ouais. PNL, tu peux rappeler ce que c'est? Programmation donc neurolinguistique, c'est une forme, enfin comment expliquer ça, une forme de méthode en fait qui te sert à atteindre des objectifs, et voilà. Et du coup, suite à tout ça, enfin suite donc à la découverte de l'hypnose, enfin je me suis dit mais ça pourrait être hyper intéressant. Donc je me suis formé donc à l'hypnose pour moi et pour le développer dans le cadre de mes prestats en prépa mentale. Voilà. Ce qui finalement n'a pas vraiment abouti parce que j'ai fait quelques prestats, mais je me suis rendu compte que en termes d'emploi du temps, je pouvais pas être de partout et je pouvais pas me couper dans trois. Donc voilà quoi, j'ai arrêté. Mais malgré tout, je pense que la question d'Olivier était aussi des prestations que tu as pu délivrer, ou même sur toi. Qu'est-ce que l'hypnose t'apporte, ou qu'est-ce que l'hypnose peut apporter? Moi, j'avais pas mal échangé avec Denis Boucher, qui est un chercheur en physiologie sportive canadien, qui est parfois un peu décrié, et lui pratiquait aussi un peu l'hypnose sur certains de ses athlètes, et il nous racontait que ce qui était impressionnant pour lui, c'était cette capacité justement à faire sauter les barrières du cerveau. Il avait par exemple des athlètes qui étaient cyclistes, tu les mettais sur alors des athlètes amateurs, hein. Tu les mettais sur un home trainer, tu leur demandais de pousser au max, ils poussaient à 150 watts. Alors, c'est vraiment des amateurs, hein, mais dans le sens noble du terme. Et tu les mettais sous hypnose, tu les remettais sur un home trainer, et sans s'en rendre compte, ils poussaient jusqu'à 450 watts sans avoir d'impression de douleur ou d'intensité excessive. Est-ce que toi, c'est ce genre d'outil-là que tu utilises? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que chez toi l'hypnose t'a apporté, et qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter à tes athlètes si tu pouvais l'intégrer comme une prestation ou dans tes prestations de coaching? Moi, je pense que, enfin, en fait, ça a plusieurs utilités, et ça a déjà donc une utilité, par exemple, enfin, dans la gestion du stress. Enfin, quand tu vois que des athlètes sont totalement donc anéantis ou totalement donc inhibés à l'approche fin de la compétition, enfin tu te dis que gérer le stress, c'est déjà un point très intéressant. Ça peut être intéressant pour tout ce qui est donc lié donc à l'apprentissage moteur, un peu comme ce qui touche donc à l'imagerie mentale. Donc si tu veux, donc en hypnose, enfin tu peux aussi travailler ton imagerie mentale, donc tout ce qui est lié donc à l'apprentissage du geste, à l'apprentissage des routines, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour casser certaines barrières psychologiques, parce que tu as des gens qui sont limités, mais parce que ils ont la croyance qu'ils sont limités. Si tu penses que jamais tu auras une VMA au-dessus de 17, bah ta VMA elle sera jamais au-dessus de 17. Mais par contre, si tu arrives à faire péter cette croyance-là, bah peut-être que tu peux déjà déverrouiller certaines problématiques qui sont déjà bien ancrées quoi. Donc après voilà, ça a plusieurs utilités bien différenciées. Moi, enfin pour moi à titre personnel, je l'utilise pour ce qu'il est donc à l'apprentissage moteur, surtout donc en natation. Tu vois, donc essayer donc de me répéter des routines sur la gestuelle que je dois avoir sous l'eau, à quel moment je dois pousser, à quel moment je dois être explosif, etc. Donc voilà, je l'utilise aussi pour tout ce qui est lié à la gestion du stress. Quand je sens que je suis un peu tendu, que c'est un peu compliqué aujourd'hui, tu vois, je peux l'utiliser dans ce but-là. Après enfin voilà, c'est vraiment c'est un champ d'application qui est très très large quoi. Et comment tu fais toi pour l'utiliser? Est-ce que tu t'auto-hypnoses? Est-ce que tu as des techniques pour t'auto-hypnopnotiser, ou est-ce que tu fais appel à un confrère? Non, je fais de l'auto-hypnose parce que en général, je suis assez timé, donc prendre rendez-vous, aller voir quelqu'un, enfin je suis toujours à compter les minutes un peu dans la journée, donc tout ce qui est le plus simple et le plus fonctionnel me va bien. Donc moi, je fais surtout de l'auto-hypnose. Même si j'ai conscience que c'est peut-être sûrement pas ce qu'il y a de plus puissant. J'ai déjà fait un peu d'hypnose, par une tierce personne, et du coup c'est vrai que tu rentres dans des états donc hypnotiques qui sont plus
puissant ou plus profond que quand tu fais toi tout seul. Mais la majorité de ce que moi je fais, je le fais donc en auto-hypnose, ouais. Il y a un sujet qui est pas mal abordé aussi. Alors, je pense à Bertrand Soulier, je pense à Nicolas Guilleneuf du Let's Trail podcast, qui ont un peu abordé aussi le sujet de l'auto-hypnose, mais dans la pratique sportive. C'est-à-dire, notamment quand tu cours, réussir à t'auto-hypnotiser et puis à sortir de ta pratique purement technique sportive et pour rentrer dans ta pratique dans ta pratique du sport que tu es en train de faire. Je pense que c'est un peu plus dangereux en vélo, en course à pied peut-être un peu moins, en natation à la limite, si tu es en piscine, fais attention au bord, mais est-ce que c'est des choses que tu pratiques aussi? Est-ce que c'est des choses que tu peux recommander? Alors, ça, par exemple, je l'ai déjà donc expérimenté sur des courses où je me retrouve assez rapidement, où je me trouve en souffrance, vraiment en très grande souffrance, parce que bon, il y a, je veux dire, donc on va pas se mentir, je veux dire, on fait des épreuves qui sont difficiles. Et parfois, tu sais que pendant des longues minutes ou même donc des heures, tu vas te retrouver vraiment donc à serrer les dents et donc à être en souffrance et physique et psychologique. Donc moi, je l'ai déjà donc expérimenté, par exemple, en essayant de me voir courir à la 3e personne. Et en fait, j'arrivais entre guillemets à me détacher de ma souffrance physique en essayant, tu vois, de me sortir de mon corps et de me voir courir par-dessus. Donc un peu comme si il y avait une sorte de drone au-dessus de moi, en fait, et moi j'étais ce drone-là et je me voyais courir. Et je me disais, en gros, je m'auto-persuadais que si j'arrivais à me voir comme ça, alors j'arriverais à me détacher de la souffrance musculaire, par exemple, que j'avais à ce moment-là. Donc, pour moi, là, on est dans des protocoles qui ressemblent à des protocoles, d'hypnose, quoi. Après, j'ai plusieurs exemples, mais, ça, c'est un exemple, qui m'a marqué. Ouais, je pense qu'il faudra qu'on fasse une séance après pour que tu nous expliques comment ça marche. Quand tu parlais des paliers, ce qui était intéressant aussi, c'est en fait tu peux le voir sans même faire d'hypnose ou quoi que ce soit, mais souvent c'est quand t'es parvenu à faire une certaine performance relative, peu importe à ton niveau, mais parfois tu passes un cap et en fait tu te rends compte que le cap il est passé, donc tout à coup ça devient beaucoup plus facile, quoi. Il y a eu ça aussi sur des distances un peu mythiques. Sur le 1500 mètres où les mecs sont descendus en dessous de la barre. Ouais, bien sûr. Exactement, mais parce qu'en fait, tu passes en dessous de la barre de X minutes, etc. en fonction de chacune des distances. Et à chaque fois, tu te vois que ça fait des années, voire des décennies qu'on essaie de passer ce cap. Et une fois que le cap au moment où il est passé, et là, ça s'enchaîne les uns sûr. après les autres, quoi. Et c'est un peu systématique dans toutes les disciplines, même en apnée. Non, mais parce que là, en fait, si tu veux, on en revient en fait à la croyance. Ouais. C'est-à-dire que, la croyance des limitations. Si tu veux, donc on a des barres, comme ça qui, des barres chronométriques sur 1500 mètres nage libre, sur 400 mètres, sur 1500 mètres à pied, etc. On pensait qu'elles étaient pas, qu'on pourrait jamais donc aller en dessous. Sauf que il y a un mec qui arrive donc à la casser et tous les autres en fait, ils se rendent compte que la barrière finalement, elle était une croyance et que finalement on est capable, que l'homme donc est capable donc de passer en dessous. Et bizarrement donc à partir du moment où il y en a un qui la casse, dans les mois qui suivent, il y en a plusieurs qui la cassent parce qu'en fait ils ont acquis cette croyance que ça y est, maintenant c'est possible. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi le sujet, la controverse de se dire ça dépend dans les conditions. Si on prend le 2 heures au marathon, oui, ça a été battu, mais pas dans des conditions réelles de marathon. Si on prend les 6 heures ou les 7 heures sur Ironman pour hommes et femmes, oui, ça a été battu, mais 7 et 8 plutôt, mais pas dans les conditions réelles. Donc, est-ce que ça aussi, ça contribue à faire sauter les barrières? Ce sera un autre sujet. Hyper intéressant l'hypnose, et comme disait Hermano, c'est vrai que faudrait qu'on revienne là-dessus, mais je pense qu'on pourra y dédier un épisode entier, donc voilà. Bon, et ce fameux aquathlon, alors un épisode où tu essaieras d'hypnotiser les auditeurs. Ouais, à voir. Tiens, d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, une question toute bête. Est-ce que tu peux, tu l'as rappelé, il y a souvent des émissions de télé où tu vois des mecs qui montent sur des estrades faire des girafes, des mecs ou des femmes d'ailleurs. Mais plus sérieusement, est-ce qu'il t'est possible des connaissances que tu as en hypnose, d'hypnotiser quelqu'un sans le connaître, c'est-à-dire d'hypnotiser à distance, par exemple enregistrer une bande audio pour hypnotiser quelqu'un que tu ne connais pas, ou est-ce que justement cette hypnose est possible dans le cadre d'une relation patient thérapeute, quoi?
Non, enfin tu peux parce que enfin tu te rends compte que des fois tu peux avoir affaire donc à des gens enfin que tu croises comme ça donc dans la rue et c'est un peu ce qui se passe donc avec tout ce qui est donc hypnose de rue. Bon bah la personne enfin tu la connais pas puis tu l'hypnotises en 10 secondes quoi. Donc c'est pas du tout impossible. En fait, on est tous plus ou moins des bons récepteurs donc à l'hypnose. Si tu tombes sur quelqu'un qui est très réceptif et tu le vois bien enfin dans les spectacles d'hypnose. C'est-à-dire que tu as un hypnotiseur qui est sur scène et devant lui, donc il a 1000 personnes et sur les 1000, il y en a 100 qui vont répondre à n'importe quel type d'injonction. Et pourtant, donc ils se connaissent pas et pourtant ils sont en groupe et pourtant c'est quand même assez compliqué enfin parce que tu te dis que tu peux faire n'importe quoi enfin devant tout le monde et bizarrement bah il y a toujours donc un pourcentage X ou Y de sujets qui vont répondre de manière ultra réactive quoi. Donc oui, enfin tu peux faire pas n'importe quoi, mais tu peux faire quand même des trucs. Ça me titille quand même. Sont... Là, par exemple, typiquement, tu serais capable de nous hypnotiser ou pas? Non. Là, enfin clairement, enfin pas du tout, parce que du coup, je pratique déjà de moins en moins, donc moins on pratique et moins on est habile, donc c'est assez compliqué. Et là, enfin par exemple, donc en visio, très sincèrement, j'ai déjà pas j'ai pas la croyance que je suis capable de le faire donc je sais que j'y arriverai pas. Maintenant si tu me laisses un peu de temps que pendant un mois je me réexerce ailleurs et tout ça enfin peut-être que dans un mois je vais te dire ouais je suis chaud et je pense que je suis capable de le faire. Donc, là maintenant donc à l'instant T non parce que clairement je me sens pas capable de le faire. On réenregistre un épisode dans un mois et tu m'hypnotises pendant l'enregistrement. C'est ça. Si tu veux on essaye. Je pense que ça peut être un truc sympa, tu vois, un bonus au podcast. Tu bosses un peu de ton côté et puis on fait une séance et on enregistre un épisode qui soit une séance et on demande à combien de nos auditeurs ça a marché. On a bien contribué à écrire des livres et des livres blancs. Pourquoi pas proposer justement un nouveau type d'épisode, un nouveau type de méthode d'entraînement basée sur l'hypnose? Ah non, mais vous êtes joueur, mais moi ça me va. Hein, si vous voulez, on essaye. Hein. Mais je vous garantis pas les résultats. Hein. Après, où est la limite, on verra. Hein. Ça marche. Bon, écoute, on reparlera de tout ça en off. Voilà. Ok, bon, allez, aquathlon maintenant. Ça fait. Ouais. Je pense on a fait durer le suspense suffisamment longtemps. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle d'aquathlon et de swimrun. Ouais. Voilà, dont on a compris que c'était plutôt ton truc. Tu cours quand même plutôt vite, 10 km en 31 minutes, ce qui est quand même déjà pas mal et te permettra de gagner des petits 10 km, tu vois, un peu régionaux ou quoi. Donc c'est déjà un bon petit niveau en course à pied. Tu disais aussi le 400 mètres en 4:30, ça c'était ton objectif. Alors, je sais pas c'est quoi ton record, mais bon, t'es quand même un bon. En gros, j'ai un record au 400 en 4:27, mais c'est plus mon record actuel. Enfin, actuellement, je pense que je dois nager 4:40. Et à pied, j'ai un record en 31:28, mais c'est clairement pas mon niveau actuel. En plus, là, quand je suis blessé. Bon, après, donc, voilà. Mais oui. Mais donc voilà, là, c'est juste là pour on parle vraiment donc de mes records. Voilà, ça c'est un peu ton niveau. Donc, c'est quand même déjà très rapide. Donc tu le disais, t'as préféré te concentrer sur ces deux disciplines-là. Donc forcément, quand tu nages et tu cours, en fait, il y a deux. Si tu veux les combiner, en tout cas, il y a deux disciplines principales. Peut-être t'en mentionneras peut-être d'autres, mais en tout cas pour moi, il y a l'aquathlon et le swimrun. Et swimrun. Ok. Et explique-nous un petit peu en quoi ça consiste alors l'aquathlon au niveau du format, au niveau des distances. Donc aquathlon, en fait, c'est donc un enchaînement de natation et de course à pied. Donc en gros, tu nages et ensuite tu cours. Il y a certains aquathlons où tu cours, tu nages, tu cours. Donc en gros, tu as deux transitions. Mais donc en aquathlon, tu n'as jamais plus de deux transitions. C'est soit une transition, donc tu nages et tu cours donc après, ou soit tu as deux transitions maxi, tu cours, tu nages et tu cours. Voilà. Et pourquoi il y a ces deux formats-là déjà? C'est quoi? C'est en fonction des distances? Ouais, c'est en fonction des formats, donc ITU ou pas ITU, de qui organise. D'accord. En fait, l'ITU, donc à la base, avait fait un format, donc aquathlon, où tu faisais course, nage, course. Sauf que le problème, c'est que quand ils étaient confrontés à des épreuves qui se faisaient en eau froide, du coup, c'était compliqué de courir
donc mettre en le néoprène. alors que tu as transpiré, machin. Exactement, de l'enlever. Donc en fait, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quasiment tout transformé en natation plus course à pied. Donc maintenant, quasiment tous les formats, c'est tu nages, tu cours. Voilà. Et là, on est sur des formats qui sont relativement courts. Par exemple, donc au championnat du monde, c'est tu nages 1000 mètres, tu cours 5 kilomètres. Voilà. En championnat de France, ça va être à peu près, enfin des formats à peu près donc égaux. Des fois, tu as du format un peu plus longue distance. Donc en aquathlon, tu as 1500 plus 10 bornes à pied, ou 2 bornes en natation plus 10 bornes à pied. Mais là, on est sur des formats qui sont quand même déjà relativement longs. Ouais, ça fait à peu près une demi-heure, c'est ça? Ça fait, sur des formats courts, c'est une demi-heure, ouais. Sur le 1000 plus, sur le 1 km de natte plus 5 à pied, sur les meilleurs chronos, t'es sur du 27, 28 minutes, 30 minutes. Ouais, voilà. C'est ça. Après, là, l'empreinte écologique, quand tu vas faire des championnats du monde de l'autre côté de la planète pour une demi-heure, quoi. Ouais, arrête, ça me rend malade, mais oui, c'est sûr. Enfin, quand je sais que je suis allé donc en Nouvelle-Zélande pour faire une course qui a duré 30 minutes, ouais, c'est sûr que si tu te réfères donc à l'empreinte écologique, enfin, je veux dire, tu pètes un câble, enfin, t'y vas pas, quoi. Ouais, bah, c'est pareil pour les JO, voilà. Je pense. Oui, enfin, c'est pareil pour plein de sports finalement où les épreuves sont courtes, hein. Ouais. Enfin bon, on va pas entrer là parce que je pense que c'est encore un autre épisode, on pourra. Là, je pense qu'on pourra en parler longtemps. Ouais, du coup, donc voilà pour tout ce qui touche à l'aquathlon. Le swimrun, c'est différent dans la mesure où il y a beaucoup plus de transitions. C'est-à-dire parce que avant peut-être de rentrer là-dedans, vas-y. L'aquathlon, c'est géré par l'ITU, donc World Triathlon. Enfin, ça fait vraiment partie de. Je sais pas si je peux dire l'officiel, mais en tout cas, alors c'est pas une discipline olympique. Non, c'est pas olympique, non. Mais c'est reconnu par World Triathlon, qui est reconnu l'organe, la fédération mondiale de triathlon, quoi. C'est reconnu par l'ITU, ouais. C'est eux qui organisent et qui délèguent après donc au fédé, comme la FF3. C'est ça. Là où le donc là on est sur donc une pratique qui est très fédérale et qui est très encadrée. C'est ça. Là où le swimrun, c'est un peu plus comme Ironman, quoi, en gros. C'est un peu plus freestyle, voilà. C'est un peu plus, c'est donc une entreprise privée. C'est Otilo qui gère donc à la base, qui a créé ça. Donc Otilo, ils ont plusieurs manches, si tu veux, de Coupe du Monde et tout ça. Et après, donc le swimrun a été décliné aussi sur différents types, de formats, sur différents types de distances et peut être organisé par d'autres privés, quoi. Mais donc à la base, c'est Otilo qui a créé ça. Voilà. Ouais, on va pas revenir forcément sur l'histoire du swimrun parce qu'on avait fait quelques épisodes là-dessus au tout début du podcast, mais effectivement c'est Otilo parce que c'est né là-bas l'histoire du swimrun. Voilà, c'est ça. Et pour revenir très rapidement sur l'histoire, c'est que c'est des copains, c'est un peu la même histoire que Ironman, hein, des copains qui sont mis autour d'un bar et puis qui se sont demandé un petit peu tiens, ce serait marrant de traverser toute cet archipel de, je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège. C'est ça. En Suède, ouais. Si. Et donc traverser l'archipel en nageant entre les îles et puis en courant sur les îles. Mais la difficulté aussi du swimrun versus l'aquathlon, c'est que justement les distances, elles sont pas réglementées ni réglementaires. Dans l'aquathlon, c'est entre guillemets assez facile, surtout que c'est une discipline qui est régulée par la Fédération internationale de triathlon, enfin l'Union internationale de triathlon, l'ITU, et donc les distances, elles sont normées, c'est 1000 plus 5000 ou c'est 1500 plus 10 000 ou 2000 plus 10 000. En swimrun, normer des distances entre différentes îles, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, donc en swimrun, c'est beaucoup plus freestyle, dans la mesure où les distances sont déjà beaucoup plus longues et peuvent être très variées. Donc, tu as des formats qui sont courts, mais des formats qui sont très longs. Et donc, Otilo, tu vois, c'est un format, il y a 10 bornes de natation et il y a 65 à pied. Donc, c'est quand même assez long. Et il y a aussi. Et sachant que les 65 à pied, c'est pas du plat. Non, c'est pas du plat, c'est beaucoup de cailloux, tu montes des îles, tu descends des îles. Franchement, c'est un sacré chantier, hein, vraiment. Et la deuxième grosse différence, en fait, elle est liée aussi au matériel. C'est-à-dire que sur ITU, sur aquathlon, c'est une combi, donc en néoprène, si l'eau est froide, mais sinon, c'est juste, donc une trifonction et tes baskets, et basta. Donc, tu nages et tu cours après, donc en basket. Alors qu'en swimrun. Et tes baskets dans la zone de transition, comme en triathlon, tu nages pas avec tes baskets. C'est ça.
Exactement. Alors qu'en swimrun, si tu veux, tu nages donc avec tes baskets, tu mets un pull boy, tu peux mettre un pull boy avec une forte flottaison, un pull boy avec une faible flottaison, tu peux mettre des plaquettes qui sont plutôt grandes ou plutôt petites. Tu vois, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire que tu as le choix du matériel, c'est un peu plus à l'aventure, quoi. Et du coup, c'est beaucoup moins urbain. Autant sur ITU, enfin les courses elles sont très urbaines, tu cours sur du bitume. Autant sur swimrun, c'est quand même plus nature. C'est pas rare que les parcours soient soit très typés trail ou soit bien typés trail. Mais c'est assez rare, enfin, d'avoir du swimrun urbain, quoi. Ça arrive, mais c'est relativement rare. Et avec l'autre spécificité aussi, qui est que le swimrun, en tout cas à la base, maintenant ça évolue un peu, mais à la base ça se pratiquait en duo déjà. Et puis tu parlais du matériel. Contrairement au triathlon où tu as un bac de transition et tu vas chercher tes affaires quand tu passes d'une transition à une autre, en swimrun, la règle c'est t'arrives avec le même matos que celui que t'avais quand t'es parti. Alors forcément, si tu pars avec des barres, on te demande pas de revenir avec tes barres non consommées, mais en dehors de ça, tu pars avec un swimrun, tu pourrais même limite partir avec une paire de palmes, quoi. C'est ton problème si tu veux nager avec des palmes. Par contre, après courir avec des palmes, si tu sais pas courir pieds nus, c'est plus compliqué. Donc il faut que t'arrives avec le matos que t'avais au départ de la course. Exactement. Et justement pour revenir sur ce matos, donc bon, ok, c'est en fait, en gros, tu fais ce que tu veux, mais bon, toi qui en as déjà fait quand même un petit peu, c'est quoi que tu recommandes? Parce que bon, des chaussures, j'imagine, t'as des chaussures qui sont plus ou moins adaptées. Idem pour les combis aussi, il y a les combinaisons de néoprène spéciales de swimrun. Voilà, enfin, c'est quoi pour toi je sais pas, si tu dois préparer tu as préparé ta valise pour aller faire un swimrun, tu mets quoi dedans? Moi, enfin déjà, je mets la combi. Donc la combi, j'aime bien. Enfin, les combis qui sont très flexibles. Donc quitte à jouer ou jouer un peu avec le feu et du coup prendre le risque d'avoir un peu froid et tout ça, mais oui, parce que vraiment flexible, ça veut dire plus légère. Enfin, je veux dire moins épaisse en tout cas, et donc du coup qui protège moins du froid, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'ai plutôt j'aurais tendance à prendre des combis qui soient assez flexibles, assez légères, quitte à prendre le risque d'avoir un peu froid ou beaucoup froid. Donc voilà. Après, donc en chaussures, j'essaye donc de courir avec des chaussures qui sont assez minimalistes, avec des tissus qui sont très fins, qui font que l'eau elle est pas trop retenue dans la chaussure et qui fait que ta pompe elle reste pas trop mouillée trop longtemps. Après, à modérer en fonction des terrains, parce que par exemple, sur Otilo où tu cours sur des cailloux glissants tout ronds, etc. J'avoue que j'ai eu tendance à courir avec des chaussures un peu plus lourdes qui prenaient un peu plus donc l'eau, mais par contre qui étaient très flexibles et qui faisaient un peu ventouse, quoi. Donc voilà. Après en pull boy, j'aime bien les pull boy qui font flotteur, mais pas trop non plus, parce que s'il fait trop flotteur, j'ai tendance à trop me cambrer. Ouais, mais ça c'est très personnel, parce que ça c'est aussi parce que t'es un bon nageur. Moi je peux mettre 3 pull boy, ça ira, ça va pas de souci. C'est ça. Donc en pull boy, voilà, je suis pas trop fan du très gros pull boy. Enfin, je me rends compte que je me cambre un peu trop et c'est pas top. Et après, donc il faut le transporter, hein. Et en plaquettes, j'avais tendance avant à mettre des très grosses plaquettes, à tirer vraiment gros, et maintenant j'ai plutôt tendance à mettre plus de fréquences, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en termes de chrono, c'était relativement équivalent. Sauf que quand t'as déjà 8 ou 10 bornes dans les bras, c'est sûr avec des petites plaquettes, tu peux travailler en fréquence, alors que les grosses, t'arrives plus à les supporter parce que t'arrives plus à mettre un coup de bras, quoi. J'en ai fait un qui est le swimrun des Gorges de la Loire, à côté de Saint-Étienne en France, et pour l'orga, je suis pas trop copain avec eux. Par contre, pour le cadre, c'est juste splendide et magnifique. Et ça, c'est ça aussi ce que tu peux avoir avec le swimrun que t'as pas forcément avec l'aquathlon. Tu disais l'aquathlon c'est très urbain. Le swimrun, à la différence, c'est très nature. Enfin, le swimrun est un peu au triathlon ou aux disciplines enchaînées ce que le trail est à la course à pied, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok. Et swimrun, souvent on les voit, souvent on voit les participants à deux. Ouais. Donc en gros, swimrun, ça c'est né vraiment sur un travail, c'est né d'une épreuve donc en équipe, c'est-à-dire que tu pars à deux et tu rentres à deux, quoi. Maintenant, il y a de plus en plus de formats qui autorisent les solos, parce que tu te rends compte que partir à deux, des fois trouver un binôme qui correspond à peu près à ton niveau de pratique, avec qui tu t'entends bien et tout ça, c'est pas forcément simple, alors que la pratique en solo, du coup, c'est un peu plus simple.
Donc il y a de plus en plus d'épreuves qui étaient avant donc réservées au duo, qui maintenant s'ouvrent au solo. Et est-ce que toi c'est une orientation que tu vas prendre, ou est-ce que tu restes en binôme? Moi, je l'ai déjà prise. Hein. Donc moi en fait j'ai été le premier sur les manches au tilo. Par exemple, ils ont ouvert les manches au tilo au solo, donc les manches de Coupe du Monde en 2021. Donc la première manche c'était en Suisse, donc à Engadin. C'est un super swimrun, il est magnifique. J'ai été le premier à courir en solo, quoi. Moi j'aime bien les deux en fait. J'aime bien courir en duo parce que je trouve que vraiment ce côté de collaboration, d'entraide et tout ça, j'y trouve vraiment sympa. Mais par contre, j'aime aussi beaucoup le côté solo parce que finalement, tu comptes que sur toi-même. Donc, t'as pas besoin d'appeler ton copain ou ta copine pour dire vas-y viens, on va là-bas, etc. Non, t'as envie de le faire, tu y vas tout seul et tu le fais tout seul. En duo, le problème aussi, c'est par exemple s'il y a un blessé, si dans ton binôme, tu vois, quand tu t'engages à deux, s'il y en a un qui se blesse, ton équipe elle tombe à l'eau, quoi. Donc il faut trouver un remplaçant et tout ça. Alors qu'en solo, t'es toujours tout seul avec toi-même. Et du coup, si tu te blesses, tu te blesses, t'y vas pas. Mais tu fais chier personne. Mais moi, je trouve que les deux sont vraiment sympas. Au niveau de l'entraînement, est-ce qu'il y a des choses en spécifique à prendre en compte? Autant, tu vois, autant en triathlon, tu vas pas t'entraîner de la même manière que si juste tu faisais juste de la natation ou juste de la course à pied. Ouais. Là, pour un swimrun ou même un aquathlon, il y a des trucs à prévoir. En fait, en aquathlon, on est sur des formats qui sont assez courts, mais il y a pas de matériel. Donc, au final, ton entraînement triathlon va correspondre à peu près, quoi. Mm-hmm. Donc, tu vas travailler sur des transitions courtes, sur le fait donc de pouvoir courir très vite, donc après avoir nagé. En swimrun, c'est relativement différent parce que tu as déjà le droit au matériel. Du coup, quand tu nages en pool plaquette, c'est pas comme quand tu nages en nage complète. Et en swimrun, il y a quand même des distances qui sont longues. Tu vas faire donc un nautilo, il y a 10 bornes en natation. Tu vas faire, j'avais fait donc la Gravity Race au lac d'Annecy. Il y avait un swimrun, il y avait quand même 12 bornes de natation. Donc si tu veux, en termes d'entraînement, c'est quand même beaucoup plus spécifique. Et moi, il m'est arrivé, par exemple, donc à l'entraînement, de partir en lac, pour une séance de nat où je fais 10 bornes pool plaque. Okay. 10 bornes plaquettes. Donc, je veux dire, ça te démonte les bras quand même. Mais si t'es pas capable, de faire un 10 bornes plaquettes ou un 7 bornes plaquettes à l'entraînement, le jour où tu te manges, ton swimrun où t'as 10 bornes, de natation, tu te retrouves quand même pas bien parce que au bout de 5, t'es carbo complet et derrière, tu peux plus tourner les bras, quoi. Donc ouais, en termes de spécificité, je trouve que swimrun, c'est quand même assez spécial, ouais. Moi, c'est pour ça que je me réoriente vers le swimrun parce qu'en fait, je suis bien meilleur nageur en pool plaque qu'en nage complète. Donc, dès que j'arrête d'utiliser les jambes, je nage mieux. Donc, ça me va bien le swimrun, moi. Mais moi, je suis un peu comme toi, en fait. J'ai une coordination bras-jambes qui est pas top et qui fait qu'en fait, en swimrun, en pool plaque, je vais être capable de nager avec des mecs qui nagent moins de 4,20 ou 400. Alors qu'en nage complète, je vais pas du tout être capable, quoi. Parce que finalement, j'ai vraiment cette coordination bras-jambes qui est assez médiocre et qui fait que mes jambes deviennent vite un petit handicap. Alors qu'en pool plaquette, j'ai les jambes qui sont figées, je tourne les bras et ça va bien, quoi. Ouais. Moi, ça me fait toujours marrer parce que ça agace les gens quand t'es dans une ligne d'eau en piscine et que t'as des mecs qui nagent comme des brutes en nage libre et puis tu vas à la même vitesse qu'eux en pool plaque et puis quand t'es en nage libre, tu vas à peine plus vite et c'est marrant de voir un petit peu leur regard quand tu regardes nager. Mais pour te donner donc un exemple, c'est moi, maintenant, je nage beaucoup plus vite en pool plaque qu'en nage complète et je suis beaucoup plus économique. Là, il m'est arrivé en fin d'année là, donc de manger des séances en lac des séances donc en piscine en pool plaque de 5-6 bornes en moins d'une vanne moyenne grand bain. En moins d'une vanne moyenne. Derrière, j'enlevais mes poules j'enlevais mes plaques et mon pool. J'étais incapable de nager un 4 fois 100 mètres en 1,15. Et je me disais mais c'est un scandale parce que finalement, j'ai tellement automatisé cette coordination là avec mes plaquettes et mon pool que du coup, mais en fait, donc en nage complète, j'avance plus un caramel. Vraiment. Mais parce qu'à l'entraînement, j'ai fait beaucoup trop, entre guillemets, de spécifique pool plaque.
Je te comprends tout à fait. Moi, je le vois aussi en termes de fréquence respiratoire. En nage complète, dès que j'arrive un petit peu en allure rapide, je suis incapable de respirer en 5 temps, alors que en pull plaque, je respire quasiment tout le temps en 5 temps parce que c'est une coordination qui me va bien, quoi. Et parce que, comme tu le dis, certainement comme toi, je suis beaucoup plus économe sur ce type de nage que sur autre chose. Anyway, on n'était pas forcément là pour parler de moi, même si ça me fait plaisir. Et puis, on parle de swimrun, donc ça me fait plaisir aussi. Du coup, tu nous disais que tu as été un des premiers à faire Otilo en solo, donc ce qui veut dire que tu t'es qualifié pour les championnats du monde de swimrun à Otilo. Tu y as été. Tu as été combien de fois et est-ce que tu as l'intention d'y retourner? Alors, donc en solo, j'ai pas couru sur Otilo. Enfin, je suis pas allé en Suède donc en solo parce que si tu veux, la dernière manche, donc le championnat du monde, il se court pas en solo. Ils l'ont jamais ouvert en solo. Il se court qu'en duo. Mais parce que, enfin, les conditions sont quand même très très dures et du coup, tu peux te retrouver sur une île, enfin, je veux dire, à glisser sur un caillou puis à te casser la tête par terre. Donc en fait, ils l'autorisent pas en solo pour l'instant parce que je pense c'est lié donc à des questions de sécurité. Il y a 2-3 natations aussi qui se font, enfin dont une qui se fait en courant froid assez important. Et du coup, c'est pareil. Enfin, tu te retrouves donc au milieu de la mer là-bas tout seul et il t'arrive un pépin, t'es mal. Donc du coup, c'est pas des courses. Enfin, c'est pas une course qui pour l'instant donc est ouverte en solo. Elle est ouverte en duo. Donc moi, j'avais couru en solo sur la Manche Otilo de Engadin, donc en Suisse, où là donc il l'avait ouverte en solo. Pour répondre à ta deuxième question, du coup, Otilo, je l'ai fait 2 fois. Ouais, je l'ai fait 2022 et 2021. Le rêve. Et du coup, 2023. Non. En fait, là, il y a eu pas mal de changements. Du coup, j'ai eu un petit garçon là qui a 2 ans. Donc, mais je me disais bien qu'il y avait un petit bruit de fond là depuis 5 minutes. Et pour une fois, c'est pas le mien. En fait, il foutait un peu le bordel là. Ouais. Non, mais du coup, j'ai eu donc avec ma femme, on a eu un bébé là il y a 2 ans. Et en fait, tant qu'il avait moins de 2 ans, c'était il était pas très 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 actif quoi. Et là, par contre, ça change vraiment. Et du coup, je commence vraiment à m'interroger sur ma pratique sportive. J'ai de moins en moins envie d'être absent de la maison. J'ai de moins en moins envie d'être timé toute la journée. Donc, du coup, les formats longs, type multisport, je pense que je vais devoir un peu calmer pendant, je sais pas, peut-être 1 an ou 2, voire 3 ans. Donc là, je pense qu'Otilo 2023, non, j'ai terminé là sur 2022. 2021, c'était très mal passé. 2022, j'y suis allé pour, on va dire, pour laver l'affront de 2021. Ça s'est bien mieux passé en 2022. On a mis donc 1h30 de moins, donc on a fait une course qui était bien plus solide. Mais 2023, ça se profile pas. Je pense que 2023, ça va plutôt ressembler à une année, on va dire, où je vais faire un sport unique, donc soit courir, soit nager. Là, je suis blessé, j'ai un tendon d'Achille un peu douloureux, donc je pense que ça va être une année plutôt d'eau libre. Donc je vais faire vraiment, que nager, quoi. Bon, sur les petits bambins, je sais pas si ça te rassure. Moi, j'en ai 4. Hein. Le premier, il a 24 ans et le dernier, il a 2 ans. Ça va pas être une pause d'1 an ou 2. Non, mais t'as peut-être raison. Après, je me fixe pas trop de limites et de cadres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis gavé pendant plus de 25 ans de pratique sportive, vraiment à outrance, à faire ce que je voulais, à vraiment avoir aucune limite. Et ma femme est très compréhensible. Enfin, je veux dire, elle m'a jamais bridé non plus. Donc c'était vraiment top. J'ai vécu un peu tout ce que je voulais vivre. Mais là, j'ai l'impression que je suis une forme de tournant. Je trouve vraiment dur de courir après le temps toute la journée. Et je l'ai vécu là sur les 2 dernières années où vraiment, j'étais timé toute la journée entre mes entraînements et ma pratique pro qui est très dense. Et finalement, j'ai de moins en moins envie de vivre ça. Et je me dis que prendre, je sais pas, une durée donc indéterminée d'une pratique un peu moins chronophage m'ira bien, quoi. Et surtout, moins courir après le temps, moins regarder la montre, moins être sous pression, parce que finalement, j'ai vécu 2 ans là où quand j'étais avec mon gamin, on va dire que je culpabilisais de pas m'entraîner parce que je savais que je faisais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse pour atteindre mes objectifs sportifs. Et quand je m'entraînais, je culpabilisais de pas être donc avec mon gamin, parce que je me disais putain, t'as un gamin et tu vas t'entraîner, quoi. Du coup, c'était une forme de culpabilité assez permanente qui a fait que j'ai pas très très bien vécu, quoi.
Donc là, j'ai bien envie, enfin, de me recentrer et d'avoir une vie, on va dire, un peu plus cool et un peu moins timée. De toute façon, d'ici quelques années, il va démarrer sa carrière de nageur et c'est bon. C'est ça, du coup, je vais l'accompagner. C'est toi qui l'accompagneras pour le coup. Tu seras un peu plus tranquille. On verra, oui. Ouais. Bon, je te rappelle que c'est enregistré, hein, donc on pourra envoyer l'enregistrement à ton épouse et puis comme ça, tu pourras pas revenir en arrière. Mais j'ai bien compris que c'était une volonté de ta part. Après, tu nous as dit que tu avais 39 ans, donc tu sais, ça colle aussi avec cette fameuse midlife crisis, la crise de la quarantaine. Moi, tu vois, ma crise de la quarantaine, c'était de me lancer dans le défi Agrippa qui est traverser la France en courant et en nageant. Donc, c'est pas encore fait, ce sera l'année prochaine. Faisons peut-être une petite parenthèse parce que c'est vrai que on l'a mentionné, mais je crois que ça fait un petit moment qu'on n'en parle pas trop. Comment ça se passe ta préparation Agrippa, Hermano? Bah écoute, ça avance. Elle a été contrariée justement en début d'année par une blessure, fracture de fatigue, et là on peut reboucler sur ce dont on parlait en début d'épisode, hein, trouver l'équilibre, bien se connaître, être un peu parfois borderline, que ce soit sur la préparation physique ou sur la préparation mentale ou sur d'autres choses. Donc voilà, le corps a dit stop. Donc j'avais prévu de faire cette traversée début 2022. Finalement, ce sera au printemps 2023. Et sur la prépa, ça avance. Là, on passe à plus de 100 bornes par semaine en course à pied, quelques bornes en natation, ce qui est pas le plus gros de la préparation, mais ça avance bien. Et puis avec tout ça, un boulot et 4 enfants et une épouse merveilleuse, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, alors je sais que c'est pas de ton côté, Florian, mais Marc devrait m'accompagner sur une étape. J'ai prévu de faire 27 étapes de 50 km par jour, en scindant en deux, hein, une partie le matin, une partie l'après-midi. Donc si jamais tu veux accompagner Marc Mouedza qui t'avait déjà tendu le micro, écoute, sens-toi libre de monter dans sa voiture et puis de venir courir une étape avec moi. Très bien, très bien. Et donc c'est prévu tu me disais tout à l'heure, du 13 mai au 10 juin, c'est ça? C'est ça, ouais. 13 mai au 10 juin 2023. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent dans le futur... ça va être un sacré périple, ça. J'imagine que vous pourrez suivre, vous aurez probablement accès au compte rendu, et pour les autres, voilà, rendez-vous mi-mai. On suivra ça de très près, évidemment. Ouais, et puis l'invitation tient pour tout le monde, hein. S'il y a des auditrices ou des auditeurs qui veulent me rejoindre sur un bout du parcours, sentez-vous libre, il n'y a pas de problème. agri2pa.me/parcours et vous aurez le tracé. Magnifique. Florian, comment est-ce qu'on fait pour devenir swimrunner ou aquathlète? Comment on fait? Ouais. Oula, je sais pas, comment on fait. Je pense que juste... en fait, moi, quand je fais un bilan de tout ça, c'est que j'aime juste donc aller m'entraîner, quoi. J'adore m'entraîner, j'adore voir du paysage, j'adore être au contact de la nature. Donc finalement, je pense que c'est ça la principale cause de ce que j'ai pu faire et de mon parcours. C'est que j'aime être dehors, j'aime faire ce que je fais finalement. Je le vis pas comme une contrainte, je le vis vraiment comme quelque chose que j'ai envie de faire, quoi. Je pense que c'est une belle conclusion. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Olivier, ou même toi, Florian, mais c'est une belle conclusion finalement pour devenir triathlète, pour devenir aquathlète, pour devenir swimrunner. Il faut juste prendre du plaisir à ce qu'on fait et le faire sans contrainte. C'est un beau mot de la fin, effectivement. Je me suis toujours dit, je suis curieux, j'ai envie de tester, tu vois, j'ai envie de faire plein de choses, donc voilà, je ferai probablement ça un jour. On verra, même si la natation c'est un peu moins mon truc. Moi, je suis plutôt vélo, tu vois, donc me dire que je vais faire les deux disciplines du triathlon sans le vélo, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, c'est un peu l'angoisse pour toi. Voilà, exactement. Mais bon, après, why not, c'est peut-être un truc que je ferai un jour, donc voilà. T'es pas loin du nord de la France, hein. Le 13 mai, tu viens à Bray-Dunes, donc à la frontière franco-belge, et puis tu viens faire la première étape avec moi, un peu de natation, un peu de course à pied, tu verras, ça va déjà te mettre dans l'ambiance. Effectivement, je m'étais déjà engagé à ça, donc je ferai une étape avec toi dans tous les cas. Ce sera probablement mon initiation au swimrun. C'est très bien. Florian, où est-ce qu'on te suit si on veut faire appel à tes services de coach, si on veut juste suivre ton parcours, t'encourager, te dire que ça va bien se passer les prochaines années avec ton petit bout, t'inquiète pas. Non, j'ai une page, j'ai un site internet, schaeffercoaching.com. On retrouve en gros mon parcours, mes prestats et tout ça. Après, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, sur Instagram. Mais bon, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Je mets quelques news, comme ça, à titre pro, parfois donc à titre perso, mais voilà, je suis pas ultra actif sur les réseaux sociaux. Mais sinon, voilà, on trouve toutes les coordonnées sur mon site internet. On tape mon nom, dans Google, normalement, ça sort, il y a pas de souci, quoi. Et Schaeffer, c'est SCHAFER, coaching.com.
C'est ça. C'est ça. Super. Bah écoute, Florian, merci beaucoup pour les presque 2 heures qu'on a passées ensemble. Eu égard à quelques problèmes techniques, mais ça c'est pas un souci. On va s'amuser à reprendre les bandes son et à faire du montage. On te souhaite une bonne continuation. Éclate-toi bien, continue à bien t'éclater, à prendre du plaisir dans tes entraînements. Et puis Olivier nous donne rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Et à part, voilà, ma voix a tenu jusqu'au bout, donc je suis content. C'est bien ça. Et Florian, un grand merci. Bonne continuation sur merci à vous. l'année 2023. Et puis bonne continuation à vous. Nous, on s'entend effectivement la semaine pro. Bien. Salut. Salut. Allez, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.